Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro du Manso Catch, le 28e numéro, pour un numéro très spécial, hein, évidemment, surtout pour nous les Français. L'histoire se dessine, comme je l'ai écrit, hein, avec un jeu de mots toujours comme je les aime, à Lyon Dessine justement. Et ça paraît bizarre, hein, j'ai toujours du mal à m'en rendre compte, mais oui, ça y est, la WWE est en France pour un PLE, un vrai pay-per-view, hein, c'est pas un live event. Déjà que les live events, hein, on n'a pas eu tant que ça dans le passé. Il y en a eu un évidemment l'année dernière qui a fait quand même sa marque et qui a permis justement à la France de se faire remarquer et justement d'obtenir ce PLE. Moi, quand j'étais encore gamin, je me souvenais sur Canal+, on nous parlait de la WWF à l'époque, qui passait sur Paris avec le British Bulldog contre le Warlord. Enfin, voilà des matchs comme ça. Mais c'était des live events, quoi. Et il y en a eu d'autres donc dans les années plus récentes. Et mais là, voilà, on franchit un palier très très important. Alors évidemment, faut pas se leurrer, on est d'accord, ça reste un PLE secondaire, ça reste un PLE post-mania, donc un PLE généralement pas non plus et pléthore de changements, notamment au niveau des titres. Oui, il faut pas s'attendre à de grandes merveilles, mais ça reste quand même pour nous quelque chose d'incroyable. Et évidemment, on peut encore espérer mieux. Hein, ça, je pense que ce qui se passera à Lyon va peut-être aussi donner le ton de ce qu'on pourrait obtenir d'ici quelques temps. Je pense évidemment à WrestleMania. Je sais que j'ai vu que ça poussait hein, du côté de Londres. Et pas qu'après ce qu'avait dit Sina il y a quelques temps. Le maire de Londres aussi, y est allé aussi de sa petite phrase. Donc voilà, ça pousse en Europe, hein, et on a bien vu que la VVE était en train de s'étendre à l'international, et que bah, finalement, en dehors du Big Five traditionnel, hein, je dis bien Big Five, maintenant les PLE autres que le Big Five justement sont de plus en plus amenés à se passer à l'étranger. Donc c'est quand même quelque chose de fort qu'on constate. Et Backlash fait partie justement de ce lot des PLE qu'on va avoir, notamment en Europe. Là, on va en avoir pas mal. Et que ça paraît incroyable, mais le prochain PLE qui va se tenir sur le sol américain, bah, ça sera SummerSlam. Pas avant. C'est ça qui est incroyable, quoi. Donc y a beaucoup d'internationalisation du produit. Voilà, donc ça c'était pour la courte introduction. Maintenant, je vais passer au sommaire de ce morceau 4 qui va être un petit peu plus riche que d'habitude. On va retrouver un peu une formule que j'avais avant, hein, mais ça dépend toujours de l'actualité, de choses qui peuvent se passer et dont j'ai envie de parler surtout. Et là, bon, bah, là c'était le cas. On va passer donc directement au sommaire. Le voici. Et oui, voilà, donc la première partie, bah, j'ai envie de parler vite fait quand même, de faire un petit retour sur la draft, de ce qui s'est passé lors de la première nuit de la draft à SmackDown, il y a 2 jours. Et voilà, pour vous, bah, déjà pour à nouveau exposer les différents mouvements qu'il y a eu, et puis faire des petites réactions, voilà, tout simplement. Et j'ai fait aussi une petite stat intéressante, enfin, je pense qu'elle peut être intéressante par rapport à cette draft. Et évidemment, en deuxième partie, les pronostics de Backlash France, hein, qui va se tenir samedi prochain, un horaire qui va être quand même très favorable pour nous, évidemment. Et on terminera comme d'habitude avec le top 5 des matchs du mois écoulé, hein, depuis le 31 mars jusqu'au 28 avril, donc 4 semaines d'éligibilité. Ça comprend quand même beaucoup de matchs, hein, puisqu'il y a eu notamment toute la Mania Week, hein, avec beaucoup de shows dans Indie, hein, notamment, et beaucoup de shows, des gros pay-per-view. Je préciserai quelque chose par rapport aussi à WrestleMania et au top 5. Hein, je le dirai tout à l'heure en introduction. Voilà donc pour ce sommaire qui quand même déjà, je pense, assez dense. Donc on va sans plus attendre passer donc à la première partie, à savoir la draft à SmackDown. Voilà, un petit visuel qui permet de représenter un peu les dates. Donc ça a commencé avant-hier, donc ce vendredi à SmackDown le 26 avril sur la Fox comme d'habitude, et ça va continuer demain, lundi, donc à Monday Night Raw, donc le dernier Raw avant Backlash, pour donc la seconde nuit et la suite et fin des mouvements, hein, qui sera évidemment la nuit, je dirais, la plus importante en termes de volume,
parce qu'évidemment le show dure 3 heures et il y a un peu plus de tours de draft. Et justement, on va en parler juste après, hein. J'avais préparé aussi un visuel qui permet d'indiquer un peu les clés de la draft, un peu les règles. Voilà le visuel suivant. Donc là, les rules, hein, les règles de la draft 2024. Déjà, il faut préciser, hein, c'est pas indiqué là, mais que NXT est aussi éligible. Donc là, tout le monde était concerné, hein, Raw, SmackDown, mais aussi NXT. Et donc à SmackDown, alors là c'est indiqué au futur, hein, mais évidemment maintenant c'est du passé. Il y a eu, donc c'est pas il y aura, mais il y a eu donc 4 rounds et 16 picks au total, donc 4 picks par round. À Raw, donc ça par contre ça sera bien au futur, ça sera demain, il y aura 6 rounds pour un total de 24 picks. Donc voilà, toujours pareil, 4 par round, probablement aussi présenté par des légendes, hein, ce sera comme à SmackDown, et puis on l'avait déjà vu dans le passé. Et c'est une règle aussi que j'aime bien, c'est le fait que les champions de chaque brand soient protégés. C'était pas le cas les dernières fois, et ça je trouve que c'est une bonne idée, et ça me paraît logique parce que ça évite aussi ces échanges de ceintures qui étaient débiles là, comme on pouvait le voir avec Charlotte et Becky notamment, ou les Street Profits et les New Day, les champions de SmackDown devenaient champions de Raw et inversement. Bon, c'était vraiment pas bien. Là, bon, comme on a en plus des titres maintenant qui ne portent plus les noms de Raw et de SmackDown, hein, on est vraiment sur des noms spécifiques. Donc, il n'y a plus d'échange de ceinture possible. Donc, je veux dire, on peut pas avoir Rhea Ripley qui va récupérer la ceinture de Bayley et inversement, quoi. Ça, c'est plus possible. Bon, je dirais Rhea Ripley, mais malheureusement, c'est pas un bon exemple, hein. Voilà, ça c'est un peu triste. Bref, mais en tout cas, voilà, les champions protégés, ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Les titres féminins par équipe sont éligibles, donc c'est intéressant de savoir, de le dire, parce que c'est vrai que bon, elles sont un peu multibrandes, hein, les championnes tag. Elles peuvent un peu se balader partout, mais donc du coup, bah, les Kabuki Warriors, donc pour l'instant, qui sont les championnes, donc elles sont tout à fait draftables, donc elles peuvent tout à fait, là elles sont à SmackDown, mais elles pourraient tout à fait être draftées à Raw, hein, peut-être même à NXT, bon, sait-on jamais, mais non, là, ne sera pas NXT. Ça sera pas le cas, mais en tout cas, elle pourrait tout à fait aller à Raw. Du côté de SmackDown, donc bah, le premier pick, hein, ce sera vendredi, enfin ça a été vendredi évidemment, et à Raw, le premier pick, ce sera donc lundi à Raw. Et les rosters donc seront définitivement verrouillés, hein, lundi 6 mai, donc ce sera juste 2 jours après Backlash. Voilà, donc à partir de justement après Backlash, on pourra enfin lancer les nouveaux rosters, et donc avec des nouvelles têtes ou des têtes connues, mais qui sont plus forcément dans les bandes où ils étaient avant. Voilà, ça faudra se réhabituer à ça. Un gros check-up donc, gros check-up. Peut-être pas tant que ça finalement, on en reparlera tout à l'heure, hein. Bref, voilà, maintenant je vais vite dérouler bah, justement les 4 tours de draft qu'on a pu voir à SmackDown et puis les petits ajouts qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer déjà par le premier tour de draft qu'il y a eu. Le voici. Un peu étonnant, hein, le tout premier choix finalement, le l'overworld pick, c'est Bianca Belair. Et oui, Bianca Belair donc bah, qui reste du côté de SmackDown. Et donc premier choix, ça m'a un peu surpris, mais ça a quand même un choix fort qui peut aussi donner des indices sur ce que sera l'avenir de Belair. Donc du côté de SmackDown, on en reparlera un peu tout à l'heure. Jey Uso, hein, aussi qui est très très bien placé quand même, qui reste à Raw. Voilà, c'est pas une énorme surprise. Et puis en plus, donc, il va avoir un match de championnat à Backlash. Donc c'est mieux parce que s'il était parti à SmackDown, on aurait eu. Bah, du coup, il aurait rejoint la Bloodline. Enfin, en tout cas, il serait retourné dans la même brand. Et puis, bah, du coup, ça aurait donné un peu moins de suspense à son match contre Priest. Puisque Priest, lui, évidemment, en tant que champion, il est protégé, il est sûr de rester à Raw. Donc si Jey est annoncé à partir de SmackDown, bon, ça donnerait un peu de. Ça ferait moins de suspense, ça c'est sûr. Carmelo Hayes, donc c'est une première demi-surprise. Enfin, pas dans le sens où non. Alors oui, on savait qu'il serait choisi. Voilà, il avait fini son affaire avec Trick Williams, même si pour moi ça a été une immense déception. Avec un build-up aussi bien mené, aussi bien ficelé, de pratiquement, allez, pas loin d'un an. Hein, je sais pas, j'irais 8-9 mois. Ça a été super bien fait et finalement le match de Stand and Deliver a été très décevant et en plus ils ont fait une revanche en steel cage qui était vraiment pas terrible du tout, et finalement la rivalité elle se termine de façon assez torchée et pas
de façon très qualitative. Je reste quand même très déçu. J'espère que bon, le jour où Trick Williams ira dans le main roster, ils pourront reprendre leurs affaires histoire de mieux finir cette histoire. Ça c'est un peu dommage, mais voilà. Sinon, en soi. Donc on le savait qu'il allait être drafté, mais par contre, ouais, dans le premier round, dès le premier round, ça c'est quand même une surprise. Et en plus, il est allé directement défier Cody Rhodes, du coup, ils ont fait un bon petit match quand même pour finir SmackDown. Alors évidemment, il a perdu, mais c'est normal. Et Cody l'a bien mis over. Donc pour moi, le contrat est rempli. Et Seth Rollins, voilà la valeur sûre, qui reste du côté de Raw. Bon, là, il est blessé, il s'est fait opérer. Donc on va pas le revoir tout de suite, mais voilà, c'est pas non plus une énorme surprise qu'il soit toujours du côté d'Euro. Voilà, pas d'autres commentaires par rapport à ce premier tour de draft. On va passer tout de suite au second tour. Randy Orton qui reste à SmackDown, bon pas trop surprenant, hein, il est en pleine feud avec la Bloodline et en compagnie de Kevin Owens, donc voilà, faut qu'il reste à SmackDown, hein, ça va être le taulier. Braun Breaker hein, qui hérite aussi d'un bon tirage, hein, enfin, en tout cas assez tôt hein, dans la draft, dès le deuxième round, et qui va être, alors ça c'est quand même une petite surprise, hein, il avait été quand même, il était arrivé du côté de SmackDown, donc il y a pas si longtemps que ça, et il passe déjà du côté de Raw, donc c'est une grosse opération pour Raw, parce qu'on voit qu'il est quand même poussé très fort pour ses débuts, et ce qui annonce, alors certains diront heureusement ou d'autres diront qu'ils s'en foutent. Moi je dirais malheureusement ça annonce du coup la fin déjà des Wolf Dogs. Son équipe avec Baron Corbin que je trouvais plutôt convaincante et pour moi c'était même une belle trouvaille cette équipe et je trouvais qu'il y avait une belle alchimie qui se dégageait entre les deux. Ça se taquinait, il y avait un petit côté même un peu comédie qui n'était pas forcément attendu, on va dire, à la base. Et je trouvais que ça fonctionnait pas si mal. Et en plus, vu que maintenant on a deux titres tag à nouveau, ça aurait pas été trop d'avoir une équipe comme celle-ci dans le main roster. Mais c'est vrai que bon. On voit très bien que il y a des plans pour les deux. Hein. D'ailleurs, j'ai lu que même pour Corbin, hein, il y aurait même déjà un repackaging, quelque chose qui va se passer du côté de Corbin. Et puis Braun Breaker, on l'a vu, il a encore fait un énorme squash sur Cedric Alexander. Donc voilà, c'est. Alors j'espère que ça va pas se terminer comme Ryback, hein, mais parce que pour l'instant ça démarre de la même façon. Il a un peu le même style, hein, on va dire. Voilà, il y a un gros push pour lui, et donc on va voir ce que ça va donner du côté de Raw. Bon, faudra pas qu'il squash pendant des mois. À un moment donné, il va falloir franchir un petit palier. Bon, voilà, j'attends quand même de voir comment ça va évoluer du côté de Braun Breaker. Du coup, d'un autre côté, il y a l'essuie-glace, c'est-à-dire que Braun Breaker passe à Raw, et du coup, Nia Jax passe du côté de SmackDown. Donc ça va être voilà, une énorme menace pour le roster féminin du côté de SmackDown. Du coup, ça va donner un peu de fraîcheur. Nia Jax, hein, il me semble-t-il, c'est la première fois qu'on la voit du côté du show bleu, hein, en tout cas en tant que draftée, en tout cas du côté du show bleu. Donc ça va donner un peu de fraîcheur. Et on l'a vu qu'elle avait déjà fait un impact en s'en prenant à la championne à Bayley, du coup. Voilà, ça fera du bien au show bleu, je pense. Ça peut. Alors, je suis pas un énorme fan de Nia Jax, mais comme elle est sur un run, je trouve qui est plutôt, je dirais, plutôt décent, peut-être même le meilleur de sa carrière. Bon, que je trouve pas ça déconnant, ça donnera un peu d'autres choses, d'autres rivalités, notamment contre Bayley, hein, ça peut être aussi une option. Et Liv Morgan, bon là c'est la sécurité, elle reste du côté d'Euro, ce qui me semble aussi logique, puisque bon, même si Rhea Ripley n'est pas visiblement avec sa blessure, elle n'est pas annoncée dans la draft, je pense quand même que le Judgment Day va rester, en tout cas, ses principaux visages, hein, à minima, vont rester du côté d'Euro. Donc, comme Liv Morgan, elle a toujours son unfinished business avec Rhea Ripley, va falloir le faire ce match. Hein. Donc, va falloir par contre patienter quelques temps avant de la voir. Voilà donc pour ce round 2. On va passer tout de suite au round 3. Voilà, donc le round 3, on est sur quelque chose d'un peu plus, je dirais, classique. On va dire, on joue la sécurité dans ce troisième tour de draft avec LA Knight qui reste du côté de SmackDown. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Bon, on force avec lui, donc peut-être encore toujours une possibilité pour le titre Undisputed, mais aussi toujours du côté du titre US, hein, qui est donc rattaché toujours à SmackDown, bien sûr. Ricochet qui reste à Raw. Voilà, on le voit un petit peu en valeur actuellement. Il est en meilleure situation actuellement. On l'a enlevé un peu avec Andrade et là il est un peu entre guillemets en feud, on va dire, avec le Judgment Day. Donc voilà, il y a une petite mise en avant. La Bloodline,
pas trop une surprise, qui reste du côté de SmackDown, sans Roman Reigns, hein, puisque Heyman avait dit que il s'était retiré Reigns de la draft. Donc bah du coup on a cette Bloodline là qui est du côté de SmackDown. En tout cas cette version de SmackDown, de cette version de la Bloodline, parce que à mon avis il y aura d'autres choses. Et Sheamus qui a fait son retour, ça fait plaisir, et qui va, j'allais dire oui, rester, si on peut dire, enfin, ou même parce que bon, il vient de faire son retour, il a fait son retour à Raw, donc oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il venait de SmackDown à la base, et donc bah, il est du côté de Raw, avec un échange sympa avec Drew McIntyre, hein, des vieux amis. Donc oui, et puis voilà, il a dit qu'il le couvrirait, quoi, qu'il continuerait à le soutenir, hein, c'est ce qu'avait dit McIntyre, de façon ouais, un peu ambiguë, on va dire. Mais en tout cas, voilà, il y a un truc forcément avec Sheamus du côté de Raw, et peut-être avec McIntyre. Voilà, bon, il y a eu des petits problèmes, mais c'est normal, hein, de physique, hein, de la part de Sheamus, mais je pense qu'il va petit à petit retrouver une shape et surtout du cardio, parce que je le trouve pas encore au top à ce niveau-là. Mais voilà, faut du temps, et puis bon, il revient de très très loin, hein, quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Donc moi, ça me fait plaisir de retrouver Sheamus. Et enfin, le quatrième et dernier tour de draft, le voici, avec AJ Styles. AJ Styles, donc la valeur sûre de SmackDown, hein, c'est bien sûr, voilà, SmackDown c'est la maison que AJ Styles a construite, on n'oublie pas ça, et donc il est toujours là, et puis bon, ben, du coup il va affronter Cody pour le titre suprême samedi à Backlash. L'Alpha Academy qui reste à Raw, ça peut être une petite surprise, mais pas tant que ça, puisque finalement, puisqu'on sentait que ça commençait à craqueler du côté de l'Alpha Academy avec Gable qui a quand même recadré tout le monde, mais au vu de l'angle qu'on a eu donc à Raw, finalement ça paraît logique que l'Alpha Academy soit toujours ensemble et que Gable finalement n'est pas séparé du reste, puisque bah, il a demandé un peu à tous les autres membres de l'aider. Hein, ça va être très égocentré de sa part, mais il va demander un peu à tout le monde, il a demandé à tout le monde de l'aider dans sa quête du titre intercontinental. Donc ça paraissait logique qu'il reste à Raw, puisqu'en plus le titre intercontinental justement il est rallié à Raw, donc voilà, ça paraît logique. Andrade qui lui fait un mouvement qui passe déjà du côté de SmackDown, hein, alors que là on voyait plutôt à Raw là avec notamment avec Ricochet. Donc Andrade, on semble un peu l'écarter du coup de l'histoire avec le Judgment Day. Par contre, bah il va être, alors on verra ce qui se passe à Raw, mais en tout cas c'est du côté de SmackDown qu'on a une grande partie des latinos, donc forcément ça peut donner quelques perspectives par rapport à ce qui pourrait se passer. Hein. Et enfin, pour moi, c'est la grosse surprise, la seule grosse surprise de ce premier tour, en tout cas de cette première nuit, c'est Kiana James. Kiana James qui est drafté et donc de NXT directement à Raw. Je m'y attendais pas parce que je trouve pas que ce soit. Alors, elle est pas mauvaise dans le ring, mais je trouve pas que ce soit le nom, je dirais, qui ressort le plus et je la mettrai pas dans le haut du panier de ce qui se fait du côté féminin à Raw. Donc c'est pas du tout un nom auquel j'aurais pensé pour être drafté, surtout maintenant. Donc ouais, je reste assez étonné, d'autant plus elle a une association avec Easy Dame du côté de NXT, qui était pas si vieille que ça. J'avais j'avais l'impression qu'on commençait quelque chose petit à petit à construire cette association comme Shawn Michaels aime bien les faire, hein, comme il avait avec Diesel notamment, hein, ce côté toujours le ou la île un peu plus petit qui cède dire d'un bodyguard ou de quelqu'un de plus grand que lui ou qu'elle, et pour finir évidemment par exploser et avoir la chute derrière. Donc je pensais qu'on allait avoir encore un truc comme ça entre Kiana James et Easy Dame par la suite. Maintenant, bon, on a vu notamment à Stand and Deliver que Easy Dame c'était pas la folie, hein, loin de là. Donc peut-être il y a peut-être un dépush, hein, on sait jamais. Hein. Il y aura peut-être un dépush pour Kiana James, pour Easy Dame, pardon. Et on a peut-être reculé sur elle et Kiana James va voler de ses propres ailes. Alors on sait jamais, hein, si ça se trouve un jour. Elle viendra dans le main roster Easy Dame et puis pour reprendre les affaires. On verra, mais bon là pour l'instant le main roster on n'est pas prêt je pense d'en parler pour Easy Dame. Hein. Voilà, donc ça c'était pour les différents choix qui ont été faits durant la soirée. On va vite passer du coup à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, dans les derniers choix qu'il y a eu. Les voici. Voilà, c'est un petit montage que j'ai fait. Donc du côté de SmackDown, Baron Corbin, donc j'en ai touché deux mots tout à l'heure. Donc il est de retour.
hein, après un petit passage à NXT qui lui a fait quand même plutôt du bien avec un titre par équipe obtenu avec Braun Breaker, donc les Wolf Dogs, et qui l'a perdu, un repackaging visiblement d'après ce que j'ai pu lire. On verra ce qui attend Corbin du côté de SmackDown. Ashante The Adonis avec Alexander, bon c'est une équipe qu'on n'a pas vu encore à l'écran, mais qui voilà, ils les ont associés en tout cas il y a quelques temps, mais c'est vrai que pour l'instant à l'écran on les a pas vus. Bon, ça va être plutôt une équipe de jobbers, hein, faut quand même le reconnaître, mais en tout cas ils sont du côté de SmackDown, c'était déjà le cas, hein, de toute façon. Et The aussi pareil, ça ne bouge pas, c'est Gallows, Anderson et Mia Yim, hein, les trois sont là, hein, Michin, séparés, hein, des J Styles, hein, visiblement. Alors ils sont toujours, pour l'instant les quatre sont dans la même brand, mais bon, en tout cas c'est Z aussi d'un côté et AJ Styles de l'autre, hein. Ça paraît clair maintenant. Alba Fire et Isla Dawn, ça c'est un changement, hein, puisqu'elle passe de SmackDown à Raw. Voilà, bon, pour la division tag, ça c'est important, hein, d'avoir des équipes, hein, de toute façon. Donc c'est l'une des rares vraies équipes, on va dire, qu'ils ont, donc il faut pas s'en séparer. Donc ça sera plutôt bien. Et voilà, donc elles vont changer de crèmerie. Ivar qui reste à Raw, bon voilà. Il a bien mené sa barque, hein, depuis la blessure d'Eric, hein. D'ailleurs, on souhaite évidemment beaucoup de bonheur à Valhalla et Eric, hein, puisqu'il y a un nouvel événement, un heureux événement qui arrive d'ici le mois de novembre pour Valhalla. Donc on n'est pas prêt de les revoir, en tout cas Valhalla en particulier. Shayna Baszler et Zoe Stark, donc encore une équipe, hein, voilà. Pour l'instant, c'est toujours une équipe. On les laisse du côté d'Euro. Voilà, ça aussi, on aura besoin de ces équipes du côté d'Euro. Donc, il y aura un peu plus de densité forcément du niveau des tag teams féminines à Raw qu'à SmackDown, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faudra peut-être un peu renforcer ça si on se donne enfin la peine de faire de la division tag des femmes quelque chose, quoi, une vraie division et pas des matchs, je dirais, de pause pipi de 5 minutes comme on peut voir à Raw, hein, régulièrement, et où le public, on sent qu'il n'a pas grand chose à faire et il a du mal à s'investir lorsqu'on a le passage, je veux dire, des matchs tag féminins, hein. Voilà, donc ça c'était pour la draft de la nuit 1. On verra ce qui se passera du côté de la nuit 2. Il y aura beaucoup plus de choses, hein. Évidemment, quand on voit c'est tous les autres, tous ceux dont je n'avais pas parlé sont éligibles, hein, ou presque, hein. Donc ça va faire beaucoup de monde. Et du côté de NXT, j'attends notamment Ilya Dragunov, hein, qui vient de perdre son titre, donc on sait très bien qu'il va être drafté. Reste à savoir où. Évidemment, s'il passait du côté de Raw, j'aimerais bien, hein, parce que du coup, ici Gunther restait. Enfin, j'aimerais bien qu'il reste avec Gunther du côté de Raw, en tout cas qu'il soit dans la même brand, parce qu'évidemment, je l'attends ce Gunther Dragunov. Ça risque bien d'arriver. Roxane Perez, point d'interrogation, parce que comme elle est toujours championne de NXT, j'ai un petit doute du coup par rapport à son call-up. Lyra Valkyria reste aussi peut-être une possibilité, d'autant plus qu'elle a perdu son titre. Maintenant, bon, elle a une feud actuellement avec Tatum Paxley. Bon, on verra si ça se trouve, ils vont pas la prolonger et la feront tout de suite passer dans le main roster. On verra. Mais en tout cas, il y a peut-être des possibilités, et il y aura peut-être des surprises. Un Dijak par exemple aussi qui mériterait bien un retour aussi du côté du main roster, hein. Ça aussi, ça pourrait être une bonne chose à mon avis. Voilà. Et donc j'avais préparé une petite slide un peu plus stat qui résume un peu finalement les mouvements qu'il y a eu et les mouvements qu'il y a eu et les mouvements qu'il n'y a pas eu finalement. C'est-à-dire ceux qui sont restés dans la même bande finalement. Voilà, donc j'en ai fait un petit camembert, voilà le visuel. Alors, une stat qui permet de voir, je vais expliquer un peu ça. En gris, donc sur ce camembert, le gros camembert du milieu, en gris c'est finalement sur les 23, j'en ai compté 23, hein, tout confondu, même les pics qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a eu 23 mouvements. En tout cas 23 pics, et sur les 23 pics, on constatera qu'il y en a eu 16. Donc ceux qui sont en gris là, 16 finalement n'ont pas bougé, c'est-à-dire aucun mouvement, les 16 sont restés dans la même bande que là où ils étaient avant, et forcément, a fortiori, 23, donc il y en avait 23, donc forcément il y en a 7 seulement qui ont bougé. 7 mouvements opérés, donc ce qui fait quand même des proportions, on voit quand même 70% de la draft finalement est composée d'aucun mouvement, finalement 70% de stabilité, ça paraît quand même énorme. Et j'ai regardé par curiosité ce qui s'était passé l'année dernière à la même période pour la draft, hein, qui s'était passé de la même façon. Il y avait une première nuit à SmackDown, une seconde nuit à Raw.
Et lorsqu'on le regarde la première nuit, donc vraiment au même moment, au même stade, il y a un an, on se rend compte que les rapports étaient complètement inversés, avec seulement 37% d'immobilisme ou de stabilité à l'issue de la nuit 1 contre 63% de mouvements opérés. Bah là, les rapports sont complètement inversés, quoi. On était à 70, on était à 37 la dernière fois, on passe à 70 cette année en termes de stabilité, et inversement, on passe de 63 à 30, on retombe. Donc, bah, et, euh, et on peut donc se conclure, si on peut dire, bah, comme je l'ai écrit tout en haut, bah, finalement le changement il se fait plutôt dans la continuité, quoi. Il n'y a pas d'énormes bouleversements dans les rosters, quoi. Et donc, alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on va retrouver cette même tendance du côté d'Euro, ou ici ils vont vraiment renverser la table. C'est pour ça que j'ai mis aussi ce petit camembert en haut à droite pour Raw, qui permet de voir comment ça s'était réparti justement du côté de la nuit 2 de Raw en 2023, donc il y a un an. On constate que c'était très très partagé, hein, c'est très très équivalent. On avait 53% de mouvements opérés et 47 donc de stabilité. Donc c'est une première indication, voilà, si on se compare à l'année dernière. Donc on verra si ce rapport est assez similaire, ou si on va retrouver par contre un rapport complètement explosé et qu'on va avoir, je sais pas, beaucoup plus de mouvements que l'inverse, ou inversement, beaucoup plus de stabilité que l'inverse. On verra. Si je devais mettre une petite pièce, je dirais qu'il y aurait, à mon avis, puisque vu qu'on la première nuit, là, on a eu quand même beaucoup de stabilité, je pencherais plutôt peut-être pour le mouvement cette fois-ci, avec du côté de Raw davantage de mouvement. Donc si on veut vraiment rafraîchir les rosters, parce que sinon ça c'est pas une draft, quoi. Si on rafraîchit pas les rosters, c'est plus une draft. Si on reste sur les mêmes, pratiquement les mêmes têtes, ça n'a pas trop d'intérêt. Ajouter 2-3 mecs de NXT ou 2-3 filles de NXT, c'est bien, mais ça bouleverse rien, quoi. Il faut aussi changer de crèmerie, et ça permet aussi justement d'avoir des rivalités fraîches, quoi, et d'avoir d'autres matchs, des matchs inédits, des choses comme ça, quoi. Donc moi, j'attends quand même le 53-47, j'attends que ce soit, je dirais, un 70-30 en faveur des mouvements opérés, justement. L'inverse de ce qui s'est passé à SmackDown, quoi. Donc, un vrai, qu'on renverse la table véritablement, quoi. Voilà, ça c'était plus pour la partie un peu stat, hein, pour ceux qui aiment ça. Voilà, maintenant, j'ai dit tout ce que je voulais, hein, tout ce que je voulais dire sur la draft, hein. En tout cas, voilà, moi je trouve que ça manque un peu de nouveauté, de fraîcheur et de mouvement. Voilà, c'est un peu ma petite déception. Et quand même la Kiana James qui est pour moi une grosse surprise. Voilà, et puis Carmelo Hayes dans le premier tour de draft, ça m'a aussi surpris. Voilà, c'est un peu comment je pourrais résumer tout ça. Et puis la fin des Wolf Dogs. Voilà, bon, en plusieurs secondaires, mais quand même, il faut le souligner. Voilà, maintenant on va passer tout de suite à la seconde partie de cette vidéo, à savoir les pronostics de Backlash. Voilà, historique pour nous. Voici le poster, donc je vous l'envoie, je vous remets le poster, donc alors qui n'est pas le poster avec Cody Rhodes, hein, qui est aussi très beau, hein, le poster avec où il est un peu de dos là, avec la ceinture, c'est aussi un très beau poster. Mais voilà, j'en ai mis un autre qui est un peu plus collégial. Je préfère mettre cela parce que sinon un poster avec un seul catcheur, c'est pas très intéressant à décrire. Là on constate que finalement il y a deux moitiés, hein. Il y a deux moitiés dans ce poster, puisque il y a la première partie de gauche. Malheureusement, a priori, hein, on verra aucune de ces trois personnes à Lyon Dessine, en tout cas pour l'instant. Becky Lynch, point d'interrogation. Elle est championne. Elle vient de récupérer le titre laissé vacant par Ripley, mais bon, comme on a déjà deux matchs féminins prévus, faut pas s'attendre à un troisième match féminin, ça paraît impossible, il n'y en aura pas. Voilà, hein, malheureusement, bon, on verra, on sait jamais, ils peuvent faire un segment ou un truc comme ça, hein. Mais en tout cas, bon, a priori, elle aura pas de match. Seth Rollins, donc, qui vient de se faire opérer, on oublie, et Rhea Ripley, malheureusement pour elle, blessée. Ça, c'est quand même la grosse déception, mais bon, voilà. Évidemment, Liv Morgan s'en est pris plein la gueule, bon. Ouais, ça c'est assez dur, assez dur. Évidemment, personne ne voulait ça, personne ne voulait qu'on termine ce règne d'un an comme ça, quoi. C'est trop bête. Je pense que très franchement, qu'on était parti pour avoir Liv Morgan contre Ripley à Backlash. Je pense on aurait dû l'avoir. Je pense même que le match de Bayley n'était pas prévu initialement dans le pay-per-view, ou peut-être le match tag. Enfin, en tout cas, l'un des deux matchs féminins n'était pas prévu et qu'il a pris la place de l'autre, quoi.
D'autant plus qu'on a 2 matchs féminins qui sont reliés à SmackDown. Donc je pense vraiment qu'il y en a un qui a pris la place du Morgan Ripley. Ça, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Bon, voilà, c'est dur. Il y en aura pour quelques temps, quelques mois. Bon, c'est pas une énorme absence non plus, non, a priori. En termes de draft, bon, normalement, elle n'est pas draftable, d'après ce que j'ai pu voir. Elle avait disparu du visuel avec les personnes draftables ou éligibles. Mais bon, je pense que ça va pas bouger du côté de Ripley, hein, va rester à Arrow. Hein. Et puis il y a une feud à finir avec Morgan, et puis bon, voilà, il y a le reste des membres du Judgment Day qui sont à Arrow. Il y aura peut-être un peu de changement du côté des JD McDonough, voire de Dominique, hein, on sait jamais. Mais pas, je pense, Priest il est sûr de rester. Et Balor, à mon avis, va rester à Raw, voilà, bon, on verra. Hein. Mais donc en tout cas, voilà, la première partie de gauche ne sera pas au pay-per-view, et puis les 3 autres, ils seront Cody Rhodes, Bianca Belair et Randy Orton, eux, ils seront là. Donc voilà, il y a vraiment 2 moitiés, hein, vraiment distinctes dans ce poster. Voilà, on va passer maintenant donc aux 5 matchs qui ont été officialisés. Un 6e n'est pas impossible. Je pourrais faire un mini pronostic là, vite fait. Je pense que s'il y en a un, s'il y en avait un, ce serait Sami Zayn contre Bronson Reed. Bronson Reed a affiché ses ambitions. Gable a échoué et la tournée heel pouvait un petit peu s'y attendre sur Sami Zayn. Maintenant, il va falloir qu'il veut reconquérir le titre, mais bon, ça va prendre un peu de temps tout ça, donc il va pas avoir son rematch contre Zayn tout de suite. Donc là, il y a Bronson Reed qui a attaqué Sami Zayn et qui a déjà très très envie de l'affronter et de lui prendre le titre. Ça serait un francophone de plus avec Kevin Owens, donc ça serait pas déconnant d'avoir un Sami Zayn contre Bronson Reed. Voilà, pour l'instant, je verrai ça. Donc, je pense qu'il n'y aura pas plus de 6 matchs, hein. De toute façon, 5, ça me paraissait déjà. Il l'a fait à Triple H, mais sur un pay-per-view secondaire comme ça, je pense qu'il y a la place pour en mettre un petit 6e. Et bah voilà, je vois plutôt Sami Zayn contre Bronson Reed avec une conservation du titre par Sami Zayn. Hein. C'est pas, évidemment, c'est trop tôt pour perdre son titre pour Sami Zayn, donc il devrait conserver si le match a lieu à Backlash. Voilà. Sinon, pour l'instant, je vois pas d'autres matchs. On verra, hein, mais c'est pour l'instant le match principal que je verrai s'ajouter. Logan Paul va revenir à Raw demain, mais bon, ça me paraît un peu short pour programmer un autre match pour le titre US. Là, dans la dernière ligne droite avant le pay-per-view, ça me semble quand même assez short. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt du côté de Raw qu'il faudrait ajouter un match, quoi. Parce qu'il y a quand même 2 matchs féminins du côté de SmackDown. Il y a le match tag, c'est SmackDown. Cody et Jay, c'est SmackDown. Il y a que Priest contre Jey Uso qui du côté de Raw, quoi. Donc il y a une infériorité numérique qui est quand même énorme du côté de Raw. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un match supplémentaire au moins du côté de Raw. Donc pour moi, Sami Zayn contre Bronson Reed, je verrais surtout ça, quoi. Voilà. Et alors une dernière chose. Parce que c'est pas pendant les matchs que je vais en parler. Tout ce qui se passe, les QR codes, hein, tout ce qui se passe du côté on va dire entre guillemets du Wyatt Six. Il y a beaucoup de messages hein, décodés, plein de choses. Voilà, bon, moi j'aime bien m'amuser à faire les QR codes, à faire des pauses arrêts, de revenir en arrière pour ne rien rater et mener mon enquête. Bon, on a des noms hein, qui commencent à se dessiner pour le Wyatt Six, hein, le coup des initiales. Sur l'URL, bon, oui, effectivement, hein, Uncle Odie qui serait donc évidemment Bo Dallas, mais Eric Rowan, Dexter Lumis, Joe Gacy, Alexa Bliss, Nikki Cross, voilà, ce serait les 6, hein, en tout cas le 1 plus 5, hein, on va dire, Uncle Odie qui aurait récupéré 5 âmes perdues, hein, des gens qu'on a oubliés, hein, et qui doivent aussi se souvenir de qui ils sont, hein, Remember Who You Are. Donc voilà, je pense que ces 6 là, on va les retrouver. Le tout c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont apparaître, mais honnêtement, si je devais faire un petit pronostic, nous donner déjà un pay-per-view, c'est quand même un énorme cadeau qu'on nous fait, mais on nous donnera pas la teneur, le privilège d'avoir le Wyatt Six apparaître en France. Ils ne le feront pas, j'en suis quasi persuadé. Si je devais mettre un billet là-dessus, je ne verrais pas le Wyatt Six apparaître à Backlash. J'y arrive pas à y croire. Ça ferait trop de cadeaux là. Là, ce serait très sympa, hein, mais j'aimerais bien, mais faut pas y penser, faut pas y croire. Ils vont, à mon avis, faire leur début aux États-Unis, en tout cas sur le territoire américain, à mon avis. Voilà, je les vois pas apparaître maintenant, mais en tout cas, ça risque d'être plus ou moins imminent, on va dire. En Arabie Saoudite, j'ai du mal à y croire, donc peut-être entre Backlash et le King and Queen of the Ring, qui aura lieu 3 semaines après, donc
ça peut arriver là durant le courant du mois de mai, quoi. Voilà, ça c'était pour la parenthèse de We Had Six. Et on va passer maintenant au premier match officialisé, à savoir un match tag entre la Bloodline, dire nouvelle version, et Kevin Owens et Randy Orton. Bah, ça fait du bien. Déjà, c'est bien de voir Tama Tonga, qui est donc une nouvelle tête. Voilà, on savait qu'il avait rejoint la VVE hein, depuis son départ de la New Japan, on le savait. Mais en tout cas, c'est quand même là, pour le coup, on peut le dire, quand même un mini cadeau quand même qu'on nous offre, en nous offrant les débuts in-ring de Tama Tonga en France, du coup, du côté de la VVE. Donc ça, c'est quand même cool. Et bah oui, après le premier SmackDown après WrestleMania, donc Roman Reigns qui s'est absenté, qu'on ne reverra pas avant un bon moment. Bah oui, le vestiaire a changé, quoi. Enfin, ça a changé dans les vestiaires. Le champion maintenant, c'est Cody Rhodes. Il a son vestiaire, il a sa plaque. Et Kevin Owens un petit peu nargué la Bloodline en disant voilà c'est le vestiaire du champion, mais si vous voulez il y a un placard à balai là, qui est là, si vous voulez avoir votre vestiaire. Voilà, donc là ça a énervé Solo Sikoa, hein, qui voulait déjà s'en prendre à lui. Eman a tempéré, il a dit non mais voilà, maintenant c'est Cody le champion, on a perdu, voilà, la seule façon de récupérer notre vestiaire, bah, c'est de récupérer le titre. Voilà, c'est de ramener le titre du côté de la Bloodline. Voilà, tout simplement. Et bah il y a eu quand même un segment fort, hein, puisque c'est Solo Sikoa qui s'est occupé de se débarrasser de la pomme pourrie, on va dire, du maillon faible de la Bloodline, à savoir Jimmy Uso. Il l'a détruit véritablement. Et là, voilà, on l'a pas revu depuis, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir. Il est même pas dans la draft, hein, d'ailleurs. Et c'est surtout l'apparition donc de Tama Tonga, hein, qui a participé à cette destruction. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc ça fait déjà une nouvelle tête. Et on entend dire by order of the Trouble Chief. Là, ça paraît assez étonnant, assez surprenant. Paul Heyman a l'air de pas trop comprendre lui-même ce qui se passe. Du coup, on a un peu d'intrigue. C'est bien d'avoir un peu quelque chose de nouveau du côté de la Bloodline, hein, parce que moi j'en avais marre de cette storyline. Enfin, en tout cas, surtout du règne de Roman Reigns. Donc au moins, bon, on a quelque chose d'un peu frais avec un nouveau visage. Et en plus, une nouvelle intrigue. Et un Jimmy, bon, au moins, qui est détruit. Bon, à mon avis, hein, y a quand même de fortes chances qu'il redevienne face, Jimmy, et qu'il revienne plus du côté de son frère. Bon, faut quand même, on peut quand même se le dire. Et puis bon, bah, on a vu déjà que le public réclamait Roman Reigns. C'est incroyable, quoi. Il manque déjà au public. Et donc quand il va faire son retour, c'est sûr qu'il va y avoir une immense pop et il sera face, hein, Reigns. Hein. C'est sûr, c'est clair et net. Donc on peut déjà avoir des petites idées sur ce qui pourrait se passer, notamment du côté de SummerSlam, lorsque l'histoire va monter progressivement. Et donc la semaine suivante, bah du coup, Solo Sikoa est arrivé en costard. Hein, ça a étonné même Eman. Hein, il dit waouh, sympa les fringues. Très bien, on bien sapé, hein. Sauf que voilà, Solo, il voulait déjà Owens, quoi. Il dit il est où Owens? Ramène-le-moi. Il est par là. Oui, suis-moi. Voilà. Et puis bon, oui, à un moment donné, on a vu Tama Tonga ramener par la peau du cul Owens. C'était en sang, complètement ensanglanté. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent à la VVE en plus. Plus du côté de l'All Elite, hein, notamment. Mais là, ouais, c'était quand même assez violent. Il s'est fait démolir, Owens, et il a essayé quand même de revenir au courage, à s'en prendre à Tama Tonga et à Solo. Bon, évidemment, ils se sont fait détruire. Il s'est fait, détruire à 2 contre 1. Les officiels sont arrivés, Tama Tonga avait une chaise, hein, on l'empêchait de l'utiliser. On les a évacués, et puis un peu plus tard, il y a le disque qui a rejoint Paul Heyman qui lui a montré sur le parking, il y avait quand même un accident de voiture, et que l'une des voitures qui avait percuté une autre voiture, c'était justement celle de Tama Tonga, donc qui avait percuté celle de Owens. Et voilà, Aldis a bien prévenu Heyman que là les choses se règlent sur le ring et que la semaine suivante, hein, c'est la draft et qu'il va être sûr que la Bloodline comprenne, car perdre n'est pas la seule chose qui entraîne des conséquences. Hein, c'est ce qu'il lui a dit. Et on se retrouve la soirée de la draft, hein, une semaine après, où Kevin Owens essaie de se venger, hein, en s'attaquant du coup sur le parking directement, en s'attaquant à Tama Tonga, à Solo Sikoa. Et bon, ils sont vite revenus dans l'arène. Hein. Alors c'était un peu bizarre, c'était un plein face-off entre Kabuki Warriors et Belair et Cargill. Bon, c'est pas terrible à nouveau pour la division féminine de se faire voler la vedette comme ça, tout de suite enchaîné par un autre segment, donc avec cette bagarre qui a continué sur le ring.
Et évidemment, la bagarre a continué jusqu'au ring et Solo est même venu aider Tama Tonga. Les officiels arrivent à nouveau hein, pour les séparer. Tama Tonga fait le ménage, mais Orton arrive donc il fait fuir la Bloodline et c'est comme ça on apprendra un peu plus tard ce match annoncé évidemment par Teddy Long, hein, le spécialiste, hein, des tag match, des annonces de tag match pour Backlash. Voilà, on le sentait un petit peu venir. On va dire c'était soit Kevin Owens contre Tamatonga, soit c'était ce 2 contre 2. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Je dirais que l'affiche est sympa. Par rapport au pronostic, bah, je le trouve pas si évident que ça. Maintenant, si je dois en faire un, moi j'irais plutôt du côté des Heels. J'irais du côté de la Bloodline, qui avec avec les débuts en plus de Tamatonga. Donc ça me paraîtrait dommage de ne pas capitaliser là-dessus, de ne pas en faire une vraie menace, en les faisant tirer perdre. Ce serait dommage. Moi j'irais du côté de la Bloodline. On aura du bon storytelling je pense. Paul Heyman sera certainement aux abords du ring et sera certainement un peu partagé. Euh, on a ce côté aussi très, je dirais, ambigu. On n'a pas toutes les clés encore, puisque Sikoa n'arrête pas de dire que Tamatonga est son MFT. On n'a pas encore de vraie signification sur ce que c'est. Certains disent My Family Tree. Bon, peut-être. Euh, mais, mais on ne sait pas, en fait, on n'a pas la vraie signification officielle. Et je pense que ça cache quelque chose, c'est sûr. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a une vraie alternative. Je pense il y a une deuxième ou une seconde bloodline qui se cache. Et que quand Tamatonga notamment parle d'ordre du Tribal Chief, je pense qu'on ne parle même pas du même Tribal Chief. On parle même pas de Roman Reigns, ce qui explique pourquoi Eman a l'air perdu. Je pense qu'il y a un autre leader, un autre Tribal Chief finalement, et qui a un contre-ordre finalement. Il y a une deuxième bloodline, et c'est là vous voyez venir avec mes grands sabots. Bah oui, Jacob Fatou. Là, cette fois-ci, c'est sûr. Alors j'avais eu un peu peur pour Mania, puisqu'on avait appris quelques heures avant Mania, la nuit 2, qu'il avait signé chez VE, donc ça pouvait nous donner un peu la frousse par rapport au résultat du Cody Reigns. Mais on sait qu'il a signé, quoi, voilà. Donc ses débuts sont imminents. On sait pas quand exactement, hein, c'est un peu comme la Wyatt Six, on sait qu'il est là. Maintenant, on sait pas quand. Euh, mais on sait bien que quelque chose se prépare. Et donc, avec les Usos au complet, avec un Jimmy qui redeviendrait face, ça c'est sûr. Roman Reigns en gros babyface, ça c'est sûr aussi. Et bah forcément, bah ça fait 3 contre 3, donc il en faut un troisième. Donc c'est évident, il va falloir un leader. Je vois pas Solo être ce leader. Même si là il a pris un petit peu de charisme, un peu, voilà, il a pris un peu de contenance, un peu d'épaisseur, parce qu'il se met à parler, hein, chose qu'il faisait jamais. On sent qu'il y a quelque chose encore. Et je pense que c'est Jacob Fatou. La question c'est de se dire est-ce qu'il va pas intervenir là? Est-ce que c'est pas là justement qu'il va faire ses débuts, Jacob Fatou? Ça serait aussi un beau cadeau, hein. Encore, hein, ça serait un beau cadeau pour la France d'avoir les débuts de Jacob Fatou. Mais à mon avis, je pense que ça peut encore attendre un petit peu. Euh, voilà, ça va pas trop tarder, je pense, hein, les débuts de Jacob Fatou, mais ça peut peut-être attendre un petit peu. Mais ils peuvent tout à fait protéger la défaite de Wentz et d'Orton en faisant intervenir Jacob Fatou, hein. Pourquoi pas? Si ça se trouve, ils vont faire un DQ. Maintenant, on sait que bon, ils l'ont fait entre Logan Paul et Kevin Owens, donc ils peuvent le faire. Triple H peut le faire. Ça arrive pas souvent en PLE avec lui, mais ça peut arriver maintenant. Bon, il y aurait encore Kevin Owens dans l'affaire d'ailleurs. Bref, on verra. Euh, donc je pense que Kevin Owens peut être un bon candidat pour prendre le pin. Orton, bon, j'ai l'impression qu'il le protège un peu, donc si je devais donner un perdant, je dirais plutôt Owens. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une protection un Tamatonga qui sera plutôt en bonne posture, je dirais, qui sera bien présenté. Il va pouvoir montrer ce dont il est capable. Bon, ceux qui suivent un peu la New Japan savent déjà de quoi il est capable. Moi, je le sais. Et c'est un bon catcheur, il a un bon physique. Et je pense il peut amener quelque chose, ça c'est sûr. Il est bien meilleur que son frère, enfin que l'autre, Tangaloa. Tangaloa, c'est vraiment pas terrible dans un ring. Tamatonga, c'est quand même le meilleur élément, on va dire.
Alors oui, on parle d'Ikuleo aussi, hein. On sait qu'il y a beaucoup d'intérêt de la VVE visiblement pour Ikuleo. Bon, visiblement, il serait plus en fin de contrat en juin, d'après ce que j'ai pu voir. Est-ce qu'Ikuleo va pas venir à un moment donné? C'est pas impossible. C'est un tout autre physique, hein, c'est plus un géant là cette fois-ci. Bon, ouais. Enfin, à ce moment-là, la Bloodline, c'est sans fin, hein. Tant qu'il y a un frère, un cousin, voire une sœur ou une cousine quelque part, ça peut continuer très longtemps comme ça, hein. Bon, bref. En tout cas, l'élément le plus certain, c'est Jacob Fatou. Moi, je l'attends. Et puis, bah, on construit ça petit à petit pour que les Heels continuent leur phase de domination et que, évidemment, à un moment donné, on ait ce 3 contre 3, Reigns, Uso, contre Thomas Tonga, Solo Sikoa et Jacob Fatou. Ça peut être à SummerSlam, ça peut être l'objet, l'idée, d'avoir ce 3 contre 3. Et puis, vu que ça sera pas fini, on va aller jusqu'au War Games, évidemment, War Games. Et là, on rajoutera un quatrième membre de chaque côté. Et on sera un 4 contre 4. Et là, il y aura peut-être Ikuleo, hein, du côté des Heels cette fois-ci. Et on rajoutera un quatrième membre du côté des Face. Là, il faudra avoir sa petite idée là-dessus, hein. Mais voilà, je pense que ça va continuer assez loin, cette histoire. Et puis il n'y a pas de ceinture au milieu de tout ça, et on voit très bien que c'est pas la peine d'en mettre. Ça passe très bien. C'est pour ça que ils auraient pu tout à fait le faire déjà, après Mania 39. Reigns aurait perdu son titre, et on avait déjà on aurait une continuité dans l'histoire sans ceinture. Ils auraient pu tout à fait le faire, hein. C'est dommage. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de ceinture au milieu de tout ça, donc bien sûr qu'on peut le faire. Voilà, le match peut être sympa. Bon, Solo, c'est pas la folie dans le ring, mais bon, il y a de l'expérience en face. Et je pense qu'on peut obtenir quelque chose de plutôt cool. Et puis bon, en plus, c'est pas un peintre dans le ring, Tamatonga, donc moi je suis plutôt confiant. Il y aura un peu de storytelling en plus, donc ce sera très bien. Une protection d'un défaite, je pense, mais plutôt une victoire des Heels pour moi, qui me semble beaucoup plus nécessaire pour la hit et puis pour donner ce côté menaçant à la Bloodline, quoi, à cette nouvelle Bloodline qui est en train de naître, hein. Elle est pas complète, hein. On sait très bien qu'il y a encore quelque chose qui se trame. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. L'autre match de tag de la soirée entre les Kabuki Warriors, les championnes de tag féminines, et Bianca Belair et Jade Cargill. Voilà, on sentait un peu venir ce match, on sentait venir cette association des deux stars, on va dire, Belair et Cargill, qui se ressemblent un petit peu physiquement, hein. C'est un peu dans le même style, assez athlétique, assez musclé. Alors in-ring, c'est pas le même niveau, hein, quand même, faut reconnaître que Cargill c'est pas la folie dans un ring. Euh, bah, ça continue, ça va dans la continuité de ce qu'on a vu à WrestleMania. Damage Control, bon, bah, c'est pas la folie. Io Sky, bon, elle est retournée un peu dans l'oubli, hein. Enfin, voilà, on l'a vu un petit peu à l'écran, mais elle dit plus rien. Enfin, déjà, elle disait pas grand chose, mais alors là, elle dit plus rien du tout. Dakota Kai, elle parle un petit peu. Bon, on dit ah ouais, non, mais là, elle est en train de. Elle va revenir, hein, elle va revenir. Ouais, ouais, bien sûr. Elle va revenir fort, oui, on y croit tous. Et puis, bah, on l'a vu en tribune, là. On a vu Cargill et Belair qui les ont un peu nargués sur le côté, là, voilà. Voilà, et donc, ben, l'annonce, j'ai pas trop aimé cette annonce. On l'a eu en bas d'écran. En bas de l'écran, à SmackDown, là, avant-hier. On voit le petit visuel pour le match de Backlash, quoi. Et en plus, interrompu, donc, par cette continuité, cette bagarre entre Owens et Tamatonga. Ouais, bon, ça c'est pas terrible pour la division féminine de faire ça. J'ai pas aimé, j'avoue. J'ai pas aimé la façon dont ça a été monté, dont ça a été présenté. Et puis c'est Osef, hein, je sais pas, ça semble Osef malheureusement. Et le pronostic, on va dire, il est peut-être pas si évident que ça parce que, comme je le disais au tout début, c'est les pay-per-view backlash, ou en tout cas, alors ça fait maintenant depuis, je crois, si je me trompe pas, depuis 2021 qu'on a des backlash après Mania. Mais en tout cas, même si c'est pas backlash, les shows qui suivent ma Mania, j'avais vérifié, hein, ces dernières années, hein, je suis pas retombé trop loin non plus, mais moi je n'ai vu qu'un seul changement de titre, c'était Ronda qui avait pris le titre à Charlotte dans un I Quit match, quoi. C'est tout. Donc c'est vrai que les changements de titre après Mania, bah, c'est difficile. Parce que forcément à Mania on couronne souvent des nouveaux champions, donc bah oui c'est difficile quand même de faire déjà perdre les titres, quoi, au bout d'un mois. Donc bah forcément ça bouge pas beaucoup et on se retrouve avec un pay-per-view généralement secondaire, quoi, et c'est filler. Mais voilà, j'ai envie de dire, mais j'ai quand même envie
d'avoir un petit peu d'audace sur ce match et j'ai envie de donner la victoire à Cargill et à Belair, deux nouvelles championnes tag, parce que voilà, bon, les titres tag sont quand même pas extrêmement malheureusement mis en valeur et c'est pas, ils n'ont pas une grande importance dans la hiérarchie. Et si on fait perdre les titres aux championnes, bah ça n'a pas un gros impact, hein, franchement faut le reconnaître. Malheureusement, Damage Control, bah là c'est quand même la débandade. Là la perte du titre par Io Sky, qui ne dit plus rien, voilà comme avant. Elle fait plus de promo, elle fait plus rien. Là c'est Dakota Kai qui dit deux trois mots de temps à autre. Et bah toujours pareil, Asuka, Kairi Sane qui font tapisserie. Heureusement qu'il y a les ceintures près d'elle, hein, ça permet de voir qu'il y a quelque chose qui brille autour d'elle, parce que si elles sont pas les ceintures, bah, elles sont transparentes. Hein. Je suis dur, mais malheureusement, ça ressemble de plus en plus à ça, et ça me fait mal de dire ça de Kairi Sane et d'Asuka, mais on oublie presque qu'elles sont championnes, quoi. Et donc, qu'elles perdent les titres, ça n'aura pas de grand impact, et voilà, ça sera pas bien grave, et j'ai quand même un argument assez intéressant, même enfin qui me paraît logique. Euh, Belair et Cargill, alors oui, c'est pas du tout une équipe, c'est monté de toutes pièces, mais il y a ce côté, je pense, hein, où qui me semble aussi sage, c'est le fait que Cargill en simple, en solo, c'est encore trop tôt. Je pense que tout le monde a conscience, notamment donc du côté des officiels, que c'est pas encore la folie au niveau in-ring et notamment bah, en solo. On l'a vu chez All Elite, bon c'est pas un énorme work rate, on le sait. Elle n'est pas encore très propre dans un ring. Et pour tenir la distance sur des matchs, on va dire de plus de 5 minutes, on va rapidement voir ses lacunes. Et donc ça ne fait pas de squash. Ouais, ça va être compliqué. Mais en même temps, on va pas lui donner des squash à chaque fois, quoi. Et je pense que les officiels ont ça en tête et qu'ils ne veulent pas trop la cramer. Ils veulent y aller pas à pas. On l'a mise dans un 3 contre 3 à Mania. Là, on la met en équipe A2, donc avec quelqu'un d'autre qui a un bien meilleur in-ring et qui a plus d'expérience qu'elle donc sur le ring et qui est un peu dans le même style physique. Donc ouais, ça peut se comprendre de voir cette association qui est une association assez charismatique, athlétique, hein, rien à voir, enfin des physiques complètement différents de leurs adversaires. Et je pense que ça va permettre tranquillement, on va dire, de faire monter Cargill dans le main roster, sans trop la cramer, donc en l'associant à quelqu'un d'autre, donc en étant pas en solo justement, et avec quelqu'un qui a plus d'expérience qu'elle et qui va certainement la faire monter, lui donner, lui prodiguer des conseils assez précieux. Je pense que c'est comme ça qu'ils raisonnent, et donc ça veut dire en gros que cette équipe elle est pas là pour être un one shot, quoi. C'est pas du one shot là qu'on va voir à Backlash, et ils vont faire durer ça. Je veux dire, évidemment, moi je pense que cette équipe là, à un moment donné, ça va péter. Je pense que les deux sont trop, il y a trop de place, il y a trop de, je dirais, trop d'ego, trop de charisme, on va dire, pour ces deux-là. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour deux égos comme ça, comme cela, et pour deux ambitieuses comme celle-là, et qu'à un moment donné ça va péter. Je verrais très bien Jade Cargill être plutôt celle qui va jouer à mon avis, celle qui va turner, qui va être la heel dans l'histoire, pour que évidemment on ait un match plus tard. Je pense que le timing ce serait plutôt pour SummerSlam, et je pense que ouais ils peuvent faire un run pas super long, mais on va dire un run décent qui va permettre donc de la faire un peu travailler déjà sur le ring, comme voilà, vraiment faire ses gammes avec la VVE, bien s'adapter à la VVE et au rythme de la VVE et à ses contraintes, et bien comprendre comment ça fonctionne, la machine VVE. Et à un moment donné, bon bah oui, ça va péter et il y aura un turn. L'équipe va évidemment, il va avoir la friture sur la ligne, elles perdront les titres, elles vont les donner à quelqu'un, on verra qui. Et peut-être probablement une équipe heal du coup, hein, je pense hein, plutôt quelque chose comme ça, et qu'à un moment donné, bah, voilà, ça fera les méga powers, quoi, les méga powers qui explosent, quoi. Voilà, les méga powers qui explosent,
Et puis bon bah on aura la feud, voilà, bon, ils ont déjà fait des petites choses comme ça, hein. On se rappelle aussi de Belair qui avait été associé à Sasha Banks. Bon, c'était assez bizarre, alors elles étaient en feud aussi, mais ils les mettaient en équipe à chaque fois, c'était nul hein, même. Bon là, elles sont pas encore en feud, Belair et Cargill, hein. Mais je pense que c'est ça l'idée. Et puis on aura un Cargill Belair, possiblement, à SummerSlam, parce qu'il faut quand même laisser le temps déjà à l'équipe de se serrer les dents, de faire son run, que Cargill explose, enfin explose, on va dire explose Belair, et qu'ensuite elle ait un peu du temps en solo, histoire de se faire un peu les dents, et de faire sa feud avec Belair, quoi. Donc je pense que ça peut être un bon timing SummerSlam pour faire ça. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que cette équipe va prendre les titres, euh, et que ce serait un choix, je dirais, plutôt judicieux, histoire donc de continuer avec Cargill en équipe, et pas à la crémer tout de suite, parce que si c'est juste pour avoir la friture sur la ligne des backlash, dire oh on a perdu, hop je t'attaque, je te fais un hit turn, non non, pas le hit turn de Jet Cargill à backlash, n'importe quoi, ça serait du grand n'importe quoi. Euh, on peut tout à fait, alors j'en ai dit tout à l'heure, mais bon, voilà, Triple H, ça arrive pas souvent. Je vois pas un DQ, parce que de toute façon, Belair et Cargill, je vois absolument pas de défaite de l'une des deux, quoi. Cargill, elle est bigger than life, et je pense qu'elle est pas prête d'encaisser une défaite. Et Belair, elle vient de récupérer le premier draft, le premier choix de la draft, quoi. Donc il y a de grandes ambitions pour elle, pour Belair. Donc c'est quand même pas n'importe quoi qu'on lui le choix qu'on lui a donné dans la draft, quoi. Donc c'est quelque chose. On va lui donner un grand rôle, donc je pense qu'on va lui donner les titres. En plus, ça va encore garnir son palmarès, parce qu'elle les a pas eu ces titres. Par équipe, c'est les seuls qui lui restent dans le main roster, hein. Alors, elle n'a pas été championne NXT, mais championne dans le main roster, il lui reste que les titres tag, hein. Donc, elle aura tout eu après. Donc, voilà, je pense qu'elle va compléter sa petite collection de ceintures, Bel Air. Voilà, quoi. Donc on y va, quoi. Alors ça va peut-être faire un peu tôt pour Cargill de lui donner une ceinture comme ça, mais bon, de toute façon, voilà, bah comme on voit dans certaines émissions de télé, hein, les destins sont liés, quoi. Voilà, on gagne ensemble, on perd ensemble, hein. Ben voilà, donc je pense que c'est Belair et Cargill qui vont prendre les titres. Kabuki Warriors, ça sera peut-être l'occasion de les drafter. Alors on va voir ce qu'on va leur donner à Raw. Elles vont peut-être être draftées à SmackDown. Pas impossible que Dakota Kai d'ailleurs soit séparé d'elle, hein, on sait jamais. Hein. On va peut-être lui donner un peu plus de. Le fait qu'on lui ait fait davantage parler Dakota Kai, qu'on lui donne un petit peu plus d'épaisseur à l'écran, c'est peut-être pour la préparer en solo. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une séparation aussi, hein. On verra, on verra. Dakota Kai aura peut-être son rôle à jouer à Backlash, on sait jamais, hein, si les trois sont toujours ensemble avec Kairi Sane Asuka. Voilà, en tout cas voilà, bon le match sera peut-être pas fameux. Mais bon, on a quand même trois filles sur les quatre qui ont largement de quoi faire pour tenir la baraque dans le ring. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, ça peut faire un match décent, un petit 3,5 sympatoche. Voilà, mais je pense qu'au final, bon, on va donner la victoire à peut-être plus à Cargill. Voilà, toujours celle qu'il faut présenter forte comme un grand danger. Un glam slam, un Jaded, si vous préférez, sur l'une des deux, et puis terminé, quoi. Voilà, donc pour moi, victoire de Cargill et Belair. On va passer maintenant au match suivant. Triple Threat Match, comptant pour le WWE Women's Championship, entre Bayley, la championne, Tiffany Stratton et Naomi. Alors, assez bizarrement buildé ce match, je trouve. On avait fait un match entre Stratton et Naomi d'abord. Match remporté par Naomi, hein, de façon clean, hein, voilà, elle l'a bien contré avec un jackknife pin, victoire de Naomi, ce qui lui permettait, du coup, cette victoire permettait à Naomi d'affronter Bayley pour le titre. On a eu le match une semaine après à SmackDown, le match a lieu, bon, il est correct, on va dire, elle est entre les deux copines, sauf que Tiffany Stratton, qui n'avait pas digéré cette défaite la semaine d'avant, intervient, elle s'attaque à Bayley, puis à Naomi. Bon, c'est pas vraiment un DQ en faveur du coup, c'est pas une victoire par DQ de Bayley, j'ai vu, apparemment c'était plus un no contest, mais bref, ça change pas grand chose. No contest ou DQ. En tout cas, le match ne peut pas se terminer. Et la semaine suivante, bah, on en est rendu à la draft, donc la nuit de la draft, il y a avant-hier, où finalement Nick Aldis apprend à Tiffany Stratton qu'elle doit affronter à nouveau Naomi. Bon, ça énerve un petit peu Stratton qui, elle, réclamait déjà un match de championnat. Elle se dit, mais c'est quoi cette idée de merde? Qui a eu cette idée de merde? Bah, c'est Bayley qui se pointe et qui lui dit, ben ça vient de moi.
ding dong hello, ça vient de moi. Non mais réfléchis bien, c'est une win-win situation quoi, c'est du gagnant-gagnant. Bah, si tu gagnes, voilà, tu pourras affronter le role model. Mais tu verras que t'es pas de taille face au role model, mais au moins tu pourras prouver que tu peux être challengeuse. Et puis bah si c'est Naomi, bah voilà, au moins elle pourra finalement se rattraper du fait qu'elle a été flouée, hein, puisque elle avait quand même une chance de m'affronter pour le titre. Et puis bon bah t'as tout foutu en l'air en intervenant la semaine d'avant. Donc voilà, c'est une situation gagnant-gagnant. Le match a lieu donc entre Stratton et Naomi. Bah, au final, petite surprise avec Nia Jax qui venait d'être draftée à SmackDown, qui intervient d'abord en attaquant Bayley. Et puis finalement après elle s'attaque à Naomi. Et donc bah forcément, DQ. Victoire donc de Naomi par DQ. Et bah du coup, Tiffany Stratton, elle profite de ça pour s'attaquer à Naomi et Bayley, hein, les ramène sur le ring et puis elle porte son prettiest moonsault ever sur les deux à la fois. Et voilà, triple threat quoi. Donc bon, le truc qui m'embête principalement dans ce build-up, c'est que en soi, alors j'aime bien Stratton, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que son titre, on va dire son rôle de challengeuse, son spot de challengeuse n'est pas justifié en soi, parce qu'elle a rien gagné en fait. Naomi l'a battue clean. Naomi ensuite a son match contre Bayley, elle intervient donc elle fout la merde. Donc en soi en fait c'est même Naomi qui aurait dû avoir son match, à nouveau sa revanche contre Bayley. En fait et puis le troisième match, enfin du coup le Stratton Naomi, bon bah ça se termine par un DQ, bon là Stratton n'y est pour rien. Mais en soi il y a aucun moment où on se dit que finalement Stratton a mérité son shot quoi. Bon c'est le principal reproche que je ferais. Maintenant le match peut être cool, hein, ça permet aussi d'éviter d'avoir tout de suite le Bayley Stratton. Je pense qu'on va avoir à un moment donné. Pour l'instant, on nous le protège ce match. Hein. On a eu Stratton Naomi, on a eu Bayley Naomi, mais on n'a pas eu le Stratton Bayley. Donc ça c'est protégé. Par le pronostic de la sécurité, victoire de Bayley qui vient de gagner le titre à Mania, c'est un énorme cadeau. Elle a mis beaucoup de temps à revenir au sommet et c'est pas pour perdre son titre tout de suite. Évidemment, c'est impossible que ça arrive, même j'ai envie de dire. Ça me paraît impossible. Un triple threat, ça permet de protéger un peu tout le monde dans la défaite, enfin en tout cas 2 personnes sur 3. Donc je dirais que c'est plutôt, moi ce que je ferais, c'est plutôt donner le pin à Naomi, enfin en tout cas sur Naomi, et donc victoire de Bayley, qui ferait le pin sur Naomi, comme ça on protège plutôt Stratton. Donc je pense que c'est Stratton que je protégerais moi dans la défaite. Et un autre argument, j'ai écouté la promo de Bayley à SmackDown Lowdown hier. Elle a dit à Byron Sexton, bon bah si tu vois Nia Jax, dis-lui que voilà, j'en ai pas fini avec toi, en gros. Donc elle est déjà sur le coup d'après, elle est déjà sur Nia Jax, hein, et cette attaque de Nia Jax, hein, qui a fait un statement, hein, en arrivant directement, en s'en prenant la championne alors qu'elle venait d'être draftée à SmackDown. Je pense que c'est pas pour rien et que à terme on va avoir un Nia Jax contre Bayley pour le titre. Donc je pense que ça spoil déjà la défaite, enfin la conservation pardon de Bayley quoi, à Backlash. Voilà, c'est évident. Enfin, il n'y a pas non plus pléthore d'arguments, mais je pense que ça me paraît évident. Stratton, elle va forcément être championne à un moment donné. Voilà, elle pue le pognon et puis elle pue les titres, j'ai envie de dire. Elle aura le titre à un moment donné, mais c'est trop tôt. C'est encore trop tôt. Et Naomi, bon, là, je la vois pas championne de sitôt. Donc voilà, l'écrémage se fait très vite. Hein. Victoire donc de Bayley dans un match qui devrait être correct. Je pense plutôt correct. Ça peut donner quelque chose de cool, ce sera pas une masterclass, mais bon. Et attention quand même, parce que c'est un triple threat, donc il n'y a pas de DQ, donc Nia Jax pourrait tout à fait intervenir, foutre sa merde, et détruire tout le monde. Hein. On peut avoir un truc à une fin assez merdique. Hein. Attention quand même. Hein. C'est ça qui me fait un peu peur quand même. C'est que là, rien n'empêche, absolument rien n'empêche Nia Jax d'intervenir, à moins que Nick Aldis, d'ici prochain SmackDown, nous dise qu'elle n'a pas le droit d'intervenir suite à ce qu'elle vient de faire là entre le match de Bayley Naomi. Il pourrait peut-être dire à Nia Jax, par contre tu es banni du ring, tu peux pas intervenir. À part ça, rien ne l'empêche d'intervenir. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Mais bon, je vois pas de changement, quoi qu'il en soit, victoire de Bayley. On va passer maintenant au match suivant. Damien Priest contre Jey Uso pour le World Heavyweight Championship. Donc il faut s'habituer, ce n'est plus Seth Rollins, c'est Damien Priest qui a pris les commandes de Raw, on va dire, qui a pris le titre, voilà, qui a enfin réussi son cash-in, un cash-in assez bien ficelé, j'ai envie de dire.
deux hommes qui se connaissent, qui ont eu des problèmes, on va dire, dans le kayfabe, hein, en tout cas. Et il a gagné Jey Uso un Fatal 4-Way juste après Mania pour avoir ce shot. Hein. Il y avait Bronson Reed, il y avait Drew McIntyre et il y avait Ricochet. Et voilà, donc il s'est imposé, voilà, une petite intervention, hein, de Voldemort sur Drew McIntyre qui était sur le point de gagner. Jay en a profité, voilà, et on a donc ce match qui peut être cool. Voilà, l'affiche est plutôt sympa. On a vu lors du dernier Raw un petit face à face entre les deux. Euh, voilà, donc Damien Priest qui est intervenu pour interrompre Jey Uso. Il dit que voilà, qu'il vient juste pour parler, qu'en fait que toute sa présentation de Jey Uso, le hit, hein, l'énergie, tout ça, ça lui va très bien, Jay. Et que voilà, il rappelle leurs différends dans le passé. Ils ont été en guerre l'an dernier. Et il veut reparler quand même d'une soirée un peu spécifique. Où il en a jamais parlé publiquement, mais il y a un soir où Jey Uso avait, on va dire, tabassé si fort que Priest, après, il est parti le voir en coulisses, hein, pour lui dire qu'il avait gagné son respect et que c'est pour cette raison il le voulait à l'époque dans le Judgment Day. Hein, c'est vrai, on oublierait presque, c'est vrai que il avait été voir Jey Uso à ce moment-là pour lui proposer de le rejoindre, de rejoindre le Judgment Day. Et ensuite, à ce moment-là, Priest avait dit que il pourrait aller au bar ensemble et il lui paierait même l'addition, quoi. Et Priest a dit il avait oublié une grande partie de cette soirée-là, hein, mais il se souvient que Jay avait dit qu'ils seraient les prochains mecs au sommet, hein, tous les deux. Et Priest a dit que là, il y a ici avec Jay, là, bien fier, et que Jay avait raison, en fait. Hein. Alors, en fait, partiellement raison, enfin à demi raison, puisqu'il dit c'était seulement lui le prochain mec au sommet. Et pas Jay. Et Jay est uniquement là pour lui servir de faire valoir, et que Jay sera le premier à perdre contre lui, hein, qui va ouvrir le bal, et que voilà, Priest s'en va, mais Jay va l'arrêter et va lui dire que Priest le voit simplement comme un autre Uso, mais Priest parle beaucoup pour quelqu'un qui vient du Judgment Day, et si Priest est le leader du clan, hein, c'est parce que Mamie est blessée, voilà, la grosse punchline. Et ce qui fait de Priest la chienne de Dominique Mysterio, quoi. Voilà, là aussi c'est une grosse réaction du public. Et du coup, Jay va dire qu'il sera le prochain champion à Backlash. Hit. Et voilà, face à face entre les deux. JD McDonough qui va débouler, qui va vouloir attaquer Jay dans le dos, mais Jay va l'éviter et ça va il va porter un super kick à Priest avant de quitter le ring. Et du coup, voilà, on a un petit problème, on va dire, entre JD McDonough aussi et Priest. On sent, ça va. Alors c'est toujours pareil, hein, le booking du Judgment Day dans les weekly, on sent que ça va, ça vient. Hein. Et souvent c'est un peu voilà, quand le bateau tangue, hein, en weekly, en fait ça se passe bien en pay-per-view. En fait, c'est souvent comme ça. On l'a vu à Mania, hein, où ça se passait pas bien durant les weekly qui ont précédé Mania, et puis que finalement à Mania, il y a quand même le titre de champion du monde, un cash-in, et Rhea Ripley a conservé son titre. Alors oui, il y a eu des pertes des titres tag, mais au final, ça va, le Judgment Day quand même ressort quand même plutôt pas mal de cette édition de Mania, quoi. Voilà, donc voilà, il y a un petit peu de passé quand même, effectivement, les petites histoires entre Judgment Day et Jey Uso, il y en a eu. Donc c'est un match qui a un petit peu de storytelling quand même. Le match devrait être cool, je pense, in ring. Alors ça fait pour moi un peu plus, je dirais, main event de Raw que dire grosse affiche de pay-per-view pour un titre de champion du monde, mais bon. Là, ce sera pas le mini-event, hein, faut pas rêver, ce sera certainement le Cody AJ. Mais bon, voilà, ce sera un bon match, je pense, qui fera le taf. Il y aura une super entrée pour Jay, hein, on annonce déjà un truc particulier, j'ai pu voir avec les téléphones, là ça va bouger en même temps. Voilà, j'ai vu une idée de Sturi, bon, comme souvent Sturi est très écouté. On est en France, donc forcément, voilà, il va y avoir ça va, le public va suivre, hein, il va certainement remuer les bras en allumant leur téléphone, ce qui va faire une superbe vague de lumière. Là, voilà, effectivement, ça fera une très belle image qui fera peut-être le tour du monde, hein, et qui sera peut-être reprise par la suite. Hein, on verra. Mais je pense que l'entrée de Jay va être pas mal du tout. Voilà, donc le match devrait être cool. Mais voilà, le pronostic, victoire de Priest, hein, pas de changement de titre, bien entendu. En fait, voilà, c'est le raisonnement classique des postes, des shows post-mania ou des pay-per-view post-mania où voilà, on va pas changer les champions suprêmes, quoi, les champions principaux, on va pas les faire perdre tout de suite, quoi. Donc on va donner un bon règne à Priest, et Jay ressortira, je dirais, quand même la tête haute de ce match. Je pense qu'il fera une belle performance. Et puis bon, je pense qu'avec tout ce qui se trame autour de la Bloodline, il y aura déjà de nouveaux horizons, de nouvelles histoires à raconter avec Jay.
Donc Jay, il aura un programme, hein. Il aura un gros programme d'ici quelques semaines qui va être autour de la Bloodline, et puis bon, évidemment les retrouvailles avec son frère Jimmy d'ici quelques temps aussi, hein. Bref, voilà, il y aura d'autres histoires à raconter avec lui. Mais il a été drafté haut, hein, Jay, hein, donc il était aussi dans le premier tour, hein, donc voilà, on lui donne quand même un gros rôle, mais voilà, c'est pas pour gagner, bien entendu. Et peut-être que JD McDonough, hein, vu qu'on voilà, on est toujours pareil dans le côté un peu plus ou le boîte ou tang en weekly, parce que bon, on a vu que Priest a redit à JD McDonough et à Dominic Mysterio que c'est eux qui avaient besoin de lui. Mais lui, il n'a pas spécialement besoin d'eux, hein, c'est ce qu'il leur a dit à Raw. Donc il prend ses aises, hein, il prend son rôle de leader là à cœur, et encore plus qu'avant, puisque Mami n'est plus là pour l'instant. Et puis en plus Dominique, il est sur le flanc, il est vraiment blessé. Donc là, ouais, Priest, il prend ses aises. Bon, on n'a pas vu Balor. Je pense qu'on va le revoir là. Donc on verra ce qu'en pense Balor. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qui peuvent se tramer. Bon, on verra la draft, hein, mais je pense pas qu'il y aura de mouvement. Peut-être que la surprise, ce serait que JD McDonough, voire Dominique, serait plus partant du côté de SmackDown. Si on veut à nouveau réunir les Mysterio, notamment du côté de tous les Latinos, donc du côté de SmackDown. Peut-être que Dominique va partir là-bas et que JD McDonough, pareil. Ce qui pourrait expliquer les petites bisbilles qu'il peut y avoir entre JD McDonough et Priest. Ou alors, on va nous refaire le coup traditionnel. Ah ben non, en fait, tout va bien. Et JD McDonough va peut-être contribuer à la victoire de Priest. En intervenant, en faisant une petite distraction. Histoire de protéger Jay dans la défaite. Ils sont capables de le faire aussi. Voilà, on verra. Mais en tout cas, conservation de Priest dans ce qui devrait être, je pense, un bon match. Je pense qu'on pourrait même faire un 4 étoiles, hein. À mon avis, on pourrait tourner autour des 4 étoiles. Et on va terminer avec ce qui va être très 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 vraisemblablement le main event, à savoir Cody Rhodes contre AJ Styles pour l'Undisputed Championship, le titre universel, le titre Undisputed, donc incontestable, le nouveau champion, donc ça y est, il n'y a plus de Reigns, et ça fait du bien de voir maintenant ce titre défendu, même dans les pay-per-view secondaires. Ça, c'est quand même le grand changement. Mini tournoi avec 2 triple threat match, hein, qui avaient permis de déterminer donc le challenger de Cody, et avec une finale, c'était assez prévisible, entre AJ Styles et LA Knight pour la revanche de Mania. Match qui était pas génial, je trouvais en dessous de Mania. Et une victoire qui me paraissait logique pour AJ, qui déjà est plus, du coup il me fallait plutôt un heel, je pense, pour affronter Cody, c'était une première chose. Et puis bon, il avait déjà perdu à Mania, donc je ne voyais pas perdre une deuxième fois contre LA Knight, ça aurait été un peu abusé. Donc bon, il y a un peu de triche, enfin un peu de doigt dans les yeux, avant de porter son forearm. Mais en tout cas, voilà, on a une affiche inédite, étonnamment. C'est vrai que les deux ont eu leur chemin, ils ont fréquenté un peu les mêmes compagnies, les grosses compagnies, mais se sont jamais vraiment croisés. Voilà, ça arrive comme ça parfois en carrière. 2 mecs de Géorgie aussi, c'est vrai, la bataille de Géorgie. Et comme l'a dit AJ, dans sa promo, où il était finalement assez twinner, mais pas tant heel que ça. Il a quand même eu des mots sympathiques, hein, notamment par rapport à Dusty, comme souvent, voilà, qu'il a connu, hein, et qui lui avait prodigué des conseils à l'époque. Donc voilà, forcément, dès qu'on parle de Dusty, là, il est pas loin de l'alarme, hein, Cody. Maintenant, bon, on lui a balancé quand même une petite pique en lui disant qu'il est pas sûr qu'un tel titre, quand même, soit suffisamment adapté, on va dire, à Cody. Est-ce que c'est pas un titre un peu trop lourd à porter pour lui? Voilà, c'était un peu l'idée. Bon, Cody pense le contraire, bien entendu. Mais Cody aussi a des mots sympas pour AJ, hein. Il dit il n'y a aucun vestiaire qui existe qui ne respecte pas AJ Styles, hein. Il y a un respect mutuel. Mais voilà, ce respect sera laissé de côté à Backlash. Mais l'homme qui l'a entraîné lui disait que le plus important c'était pas de gagner le titre, mais c'était de le garder. Voilà, donc il signe le contrat et tend la main à AJ Styles, qui lui dit que c'était cool de voir Cody terminer son histoire. C'est dommage, par contre, que son règne prenne fin déjà à Backlash. Et voilà, les deux se serrent la main, puis AJ s'en va. Cody quitte le ring, et puis bon, à ce moment-là, Triple H qui arrive, il commence déjà le premier tour de la draft, hein, voilà. Voilà, c'était un petit segment signature, bon, très très classique, hein, il n'y a pas eu de baston, hein, ça a été assez sage.
Peut-être encore un dernier élément la semaine prochaine à SmackDown pour builder. Je crois qu'il y aura un segment, il y aura quelque chose pour builder le match. Et on sera à Lyon, hein. Faut pas oublier que déjà dès SmackDown, on sera déjà à Lyon. Donc ça va être très chaud aussi ce SmackDown, avec Grayson Waller aussi qui va défendre son titre avec Haute Théorie contre les Street Profits. Et vu ce qu'il a dit sur les Français hein, qui puent le fromage, et avec les femmes qui ont les Françaises qui ont des monosourcils, ouais, je pense qu'il va bien se faire accueillir Grayson Waller à SmackDown. Ça va avoir le coup d'œil, hein, ça c'est sûr. Ça va promettre pas mal. En tout cas, voilà, conservation de Cody, le pronostic il est très vite fait. Le titre, il va le conserver pendant, à mon avis, très longtemps, Cody. Alors ça va pas être le même aussi longtemps que Reigns, hein, évidemment, faut pas rêver. Et j'ai pas envie d'ailleurs d'y croire, j'ai pas envie que ça dure 3 ans et demi. Mais voilà, avec Reigns, avec Triple H, on sait, voilà, les Reigns sont pas courts quoi. Donc non, Cody va garder un bon petit moment. AJ c'est l'adversaire de transition par excellence. Ce sera un bon adversaire. On aura un match au moins qui est frais, qu'on n'a pas vu. Et in-ring, ça va assurer. Ça, c'est sûr. J'ai aucun doute. Et ça va être beau. Ça va être un beau match. Ça va être un bon mini-event. Ça va être probablement, je dirais même, le meilleur match de la soirée. Et on peut faire un bon 4 écart. Peut-être même 4,5. Voilà, on peut avoir un très bon match. Un match très solide qui pourrait être aussi parmi, je dirais, dans les meilleurs de l'année à la WWE. Hein. Tout à fait possible. Et on aura un public chaud en plus. Donc voilà, moi je suis pas contre. Hein. Voilà, on est sur un pay-per-view secondaire. Bon bah oui, bah il faut aussi des challengers secondaires ou des challengers de transition. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. En tout cas, ça sera un bon moment pour nous. C'est cool d'avoir AJ Styles, c'est cool d'avoir Cody Rhodes. Donc c'est quand même déjà un bon main event, un bon match qu'on peut avoir et qu'on va nous offrir. Voilà donc pour tout ce que je pouvais dire sur Backlash. Donc 19h en France, hein, faut pas oublier. Il y aura un kick-off hein, probablement 1 heure avant, donc à 18h. Voilà, bon. On verra s'il y a un match un peu surprise annoncé, on sait jamais. On verra. Mais en tout cas, ça va être un grand moment pour nous, un horaire favorable, ça c'est cool. Et on verra ce que ça va donner. Voilà, je m'attends pas à des merveilles d'un point de vue in-ring, et je m'attends pas non plus à des grands bouleversements au niveau des titres, faut le reconnaître. Et le seul changement que je verrai, c'est les titres tag féminins, hein. Pas plus que ça. Voilà, ben on va terminer cette vidéo comme le veut la tradition par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés donc ces 4 dernières semaines, avec beaucoup de matchs à voir, il y a beaucoup de choix cornéliens à faire, et jusqu'à la nuit dernière. Hein. Oui, parce qu'il y a eu un changement aussi de dernière minute, donc il a fallu refaire un petit peu le top 5. Ah oui, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi, hein. Il y a du catch tout le temps. Donc à un moment donné, il y a des matchs qui peuvent prendre la place d'autres à la dernière minute. Hein. Ça, c'est la magie du top 5. Voilà, on va commencer tout de suite par le match que j'ai préféré, hein, noté comme. Alors oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à Mania, le match entre Cody et Reigns que j'avais noté 4,5, était naturellement un candidat au top 5. Mais alors du coup je me suis dit, du coup c'est un peu une nouvelle règle que je me suis fixée, c'est que quand il y aura un match d'un pay-per-view VVE dans le top 5, en tout cas éligible, je ne le mettrai plus. Tout simplement parce que j'en aurais déjà parlé lors de mes reviews. Et donc ça m'évite aussi de reparler 2 fois du même match. Parce que ça m'est arrivé de le faire hein, dans le passé. Hein, ça m'est déjà arrivé que des matchs du pay-per-view VVE se retrouvent dans le top 5. Du coup ça me refaisait parler 2 fois de la même chose, quoi. C'est un peu con, je trouve. Donc voilà, je pouvais quand même en dire 2 mots et dire que oui, le match entre Reigns et Cody aurait pu être dans le top 5. Et éventuellement le match entre Bayley et Io Sky. Voilà, c'est les 2 matchs qui pourraient ressortir du lot. Voilà, seulement. Hein, je pourrais pas en donner d'autres, hein, mais c'est surtout ces 2 là pour moi qui ressortent du lot. Même plus que le Gunther Sami Zayn que j'avais qui était quand même un peu mitigé, hein, j'avais eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Voilà, en tout cas voilà, il y aura 5 compagnies représentées hein, dans quand même une petite performance dans ce top 5, 5 compagnies représentées, donc 5 donc vraiment plein d'horizons différents. Ça c'est cool, hein, mais c'est le hasard, hein. Ça évidemment c'est jamais c'était pas l'effet recherché depuis le départ. Hein. Allez, on va commencer tout de suite par le numéro 5 de ce classement. Il s'agit de Zack Sabre Jr. et Chris Brooks contre Mao
et Yuki Ueno. C'était à la DDT dans le show April Fool du 7 avril. Je lui ai donné la note de 4 écarts. Un match assez symbolique, hein, puisqu'il s'agissait ici du tout premier match en carrière pour Zack Sabre Jr. du côté de la DDT, hein, bien qu'il ait catché pour pas mal de compagnies japonaises dans le passé. Il est accompagné de son compatriote britannique Chris Brooks, un grand habitué de la DDT pour sa part, et ils affrontent deux membres de 37 Kamina, à savoir les talentueux Mao et Yuki Ueno. Ueno dont j'avais d'ailleurs déjà parlé dans mon précédent top 5. On aurait eu droit à pas moins de 30 minutes d'action non-stop dans un match hyper fun. Alors en effet, si le catch est de très bonne facture, ce dont on ne doutait pas au vu du plateau, la comédie n'est évidemment pas en reste, hein, comme toujours avec la DDT, avec beaucoup de passages fun, comme lorsque Zack Sabre Jr. embarque Mao avec lui sur le balcon, hein, tout en piquant la tête d'une mascotte placée à ses côtés, pour finalement redescendre avec la tête de la mascotte sur la tête, avant de finir écrasé avec son partenaire par une trottinette ramenée par Mao. Mao et Ueno ramèneront même plus tard des caisses de rangement en plastique pour écraser Zack Sabre Jr. dessus. Le match repart alors dans un mode plus sérieux, en mode tornado, avec énormément de manœuvres spectaculaires, de near fall et d'émotions en tout genre. Clairement, on ne s'ennuie pas, et les 4 hommes se donnent à fond. Le public est également très sonore du début à la fin, et on a vraiment droit à un match tag-tag de haute tenue. La fin du match est protectrice et donne clairement envie d'en voir plus. La promo post-match montre une franche camaraderie entre les 4 lutteurs et Mao et Ueno sont déjà prêts à vouloir revoir Zack Sabre Jr. au sein de la DDT. Sans doute que cela se refera un jour, hein, et c'est aussi cool pour nous les spectateurs de voir aussi les catcheurs prendre ce genre de risque en s'essayant à la comédie alors qu'ils n'en ont pas du tout l'habitude. 4 étoiles et quart donc pour ce très bon moment de fun et de bon catch à la fois. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Dijak contre Josh Briggs contre Obafemi. C'était à NXT Stand and Deliver le 6 avril. 4 étoiles et demie pour la note. Match comptant pour le titre nord-américain détenu par Obafemi. Un match qui promettait beaucoup entre 3 big guys et qui avait le potentiel pour produire une belle surprise dans ce show. Et on peut dire que j'ai même été plus que comblé et que le résultat fut au-delà de mes attentes. Obafemi est clairement vu ici comme l'homme à abattre et ses deux adversaires auront tout tenté pour le mettre en difficulté, hein, souvent à 2 contre 1 notamment. En dépit du fait d'avoir 3 colosses, le match n'en est pas moins spectaculaire avec de superbes manœuvres à haut risque, hein, comme ce choc slam de Briggs sur Dijak qui le verra faire une culbute directement sur Obafemi qui était alors assis sur une chaise à l'extérieur du ring. Le spear de Briggs sur Obafemi contre la barricade aura aussi été spectaculaire. Et que dire aussi de la double chaise électrique d'Obafemi qui aura littéralement détruit ses deux adversaires et mis le public debout avant même que le move ne soit effectué. Le public est en feu, les 3 hommes donnent tout dans le ring et comme souvent, Dijak est incroyable et réussit des performances de haute volée. Le seul vrai reproche que je ferai à ce match, c'est le fait de voir Dijak porter pas moins de 4 Fist Your Eyes dans le match, et donc c'est son finisher, et quand en dépit de ça, le match ne sera toujours pas terminé. Un peu trop de surenchère dans ce match qui aurait pu se finir 3-4 minutes plus tôt à mon sens. En dehors de cette critique, le match est vraiment excellent, et le public a senti lui aussi qu'il s'était passé quelque chose après ce match. Vraiment bravo aux 3 hommes, hein. Ce fut mon match préféré de cette édition de Stand and Deliver, qui bien que solide dans l'ensemble, m'aura pas mal déçu au niveau de son main event, hein, comme je le disais tout à l'heure. Le trick contre Melo qui aurait pu être largement meilleur que ce qu'on a vu là et qui aurait dû logiquement figurer dans ce top 5, hein, si le boulot avait été fait correctement, hein. C'est vraiment dommage. 4,5 en tout cas pour ce freeway de très bonne facture. On va passer maintenant au numéro 3 de ce classement. Il s'agit de Miyu Watanabe contre Miyu Yamashita. C'était Miu, donc Miu contre Miu. C'était à TJP Grand Princess 24. C'était le 31 mars. 4 étoiles et demie pour la note. Match comptant pour le titre Princess of Princess, hein, le titre suprême de la TJPW que Yamashita détient depuis octobre dernier et qu'elle a déjà gagné à 4 reprises. Pour Watanabe, ce serait une grande première, hein, si elle remportait ce titre. Watanabe a clairement un rôle d'underdog, hein, face à une Yamashita toujours aussi impressionnante, badass et dangereuse, avec ses kicks percutants et ses German suplex dévastatrices. Watanabe tentera quelque peu d'affaiblir le dos de Yamashita durant le match et va poser énormément de problèmes à la championne en faisant l'étalage de son agilité et de sa rage de vaincre. Malgré le côté impitoyable de Yamashita, Watanabe résiste, hein, et réussira même à porter plusieurs fois son finisher, le teardrop, un reverse facebuster, hein, porté par-dessus ses épaules, mais la championne résistera, avec notamment un no-sell hyper badass, visuellement parlant. Un autre moment fort verra Watanabe réussir à la performance de se dégager du skull kick, le finisher de Yamashita, un coup de pied dévastateur que vous pouvez d'ailleurs brièvement voir dans ma nouvelle intro. Là-dessus, on se demande comment le match peut-il se finir. Il faudra un autre finisher pour mettre un terme à ce
combat de haute volée entre une championne hyper coriace et dangereuse et une underdog qui a tout donné et fait preuve d'un courage et d'une résistance extraordinaire du début à la fin de ce match. Les serpentins pleuvent sur la championne, le moment est beau pour clôturer le show et la promo de la gagnante était également très émouvante en déclarant tout son amour pour la Tokyo Joshi Pro. Un excellent match de Joshi que je vous recommande chaudement et qui lui vaut la très belle note de 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit de Mayu Iwatani contre Sari. C'était à All-Star Grand Kingdom 2024 et c'était hier matin. C'est tout frais, le 27 avril, et c'est ce match qui a tout bouleversé dans mon classement. 4 étoiles et demie donc, match comptant pour le titre IWGP Women's Championship détenu par Mayu Iwatani depuis maintenant un an déjà. Un véritable dream match entre deux catcheuses qui ne s'étaient jamais affrontées auparavant. Ce match, c'est même 4 ans d'histoire avant qu'il n'ait lieu. 4 years in the making, comme on dit. Un premier match qui n'aura jamais eu lieu, qui aurait dû avoir lieu, mais qui n'a jamais été du fait du départ de Sari pour la VVE, bien que retardé par le Covid. Mais le grand moment arriva enfin, lorsque Sari a défié Iwatani début mars, lors du premier tour du Cinderella Tournament. Notre patience aura enfin été récompensée. La meilleure ever contre la meilleure au monde, c'est un peu ce qu'on peut dire maintenant. L'icône contre la déesse du soleil. Et on peut dire que voilà, ce match aura en tout cas tenu toutes ses promesses. Sari se sera montrée particulièrement agressive et tenace durant tout le match, portant une ancre un peu façon Kairi Sane et une moutalok durant de longues secondes en début de match. Iwatani reviendra ensuite au courage et le match s'équilibrera petit à petit. Les Dragon Suplex, les Exploder Suplex et les German Suplex vont ensuite pleuvoir. Les deux Joshi donnent absolument tout dans le ring jusqu'à l'épuisement total. Le match est sacrément intense, ça cogne fort. Les double stomps de Sari sur l'abdomen d'Iwatani sont très impactants et Mayu les vendra d'ailleurs très bien. La championne aura montré beaucoup de courage tout au long du match pour ne pas lâcher son titre. Elle qui avait d'ailleurs partagé sa peur vis-à-vis des offenses de Sari avant ce match, notamment ses coups de coude. Le match se termine d'une formidable façon. Les deux femmes sont au sol, exténuées. Les mots échangés post-match sont remplis de gratitude. Mayu disant même avoir l'impression d'avoir découvert une nouvelle rivale. Celle qui aura perdu le match, en tout cas, préviendra déjà la gagnante de son intention de lui prendre le titre. Bref, le match est excellent et se révèle déjà comme l'un des meilleurs matchs féminins de cette année qu'il faut absolument avoir vu, aussi bien pour son in-ring que de par l'attente forte qu'il aura suscité. 4 étoiles et demie pour cette merveille de Joshi Puroresu et j'ai déjà hâte de voir une revanche entre ces deux-là. Et puis aussi au passage, le film The Runaway Wrestler, le film un peu le biopic d'Iwatani qui va sortir le 17 mai. J'ai hâte de le voir aussi, ça va être une belle histoire qui va permettre de raconter un peu l'histoire donc d'Iwatani et sa montée progressive du côté de la Stardom et toute son ascension. J'ai hâte de voir ça et j'espère qu'on pourra bientôt le voir en France. On va passer maintenant au numéro 1, donc le match que j'ai préféré ces 4 dernières semaines. Je pense que vous ne serez pas très surpris du match. Il s'agit de Bryan Danielson contre Will Ospreay. C'était à AEW Dynasty le 21 avril, donc il y a une semaine. 4 étoiles 75 pour la note. Un énorme dream match évidemment entre deux des meilleurs catcheurs de la planète depuis de nombreuses années et qui ne s'étaient encore jamais affrontés auparavant. Comme le match précédent d'ailleurs, c'est un peu pareil. Et c'est dire si ce match était très attendu. Le public est chaud d'entrée de jeu et on sent déjà qu'on va assister à un grand match. Danielson continue de se faire plaisir en affrontant les derniers adversaires qu'il a envie d'affronter avant de prendre sa retraite, tandis que Will Ospreay veut prouver à Danielson qu'il est bien meilleur, qu'il est bien le meilleur au monde et donc qu'il est le meilleur que Danielson lui-même. Le match est vraiment spécial et on le sent aisément. L'ambiance est folle, les chants se succèdent. Danielson est toujours aussi excellent au niveau technique, s'attaquant autant aux côtes qu'à la nuque qu'aux bras de son adversaire, tandis qu'Ospreay va toujours, comme toujours, briller dans les airs, se déplaçant à une vitesse folle et capable de se rétablir dans des situations qui paraissent pourtant inextricables. Cette opposition de style fait en tout cas merveille, ça va vite, c'est fluide, les moves sont exécutés à la perfection, les phases de domination sont bien réparties et les séquences sont folles, comme cette incroyable avalanche Tiger Suplex de la part de Danielson, ou bien cette séquence finale où Danielson et Ospreay entrent en collision, telle une joute équestre. L'Hidden Blade d'Ospreay arrivant alors à être plus rapide que le Bosai Kuni de Danielson. S'ensuit alors le move polémique, on va dire, du match, à savoir le Tiger Driver 91 d'Ospreay, qui est assez dur à regarder et sur lequel Danielson va convulser immédiatement, obligeant l'arbitre à faire venir les médecins dans la foulée. Je ne raconterai pas comment ça s'est fini, mais c'est cette fin qui fait que je ne donnerai pas un 5 étoiles à ce match.
Le match est bien évidemment extraordinaire. C'est l'un des matchs de l'année, peut-être même le match de l'année pour certains. Et tout fan de catch qui se respecte se doit de le regarder. Car c'est évidemment l'un des meilleurs matchs de l'année. Mais bien que la part de work soit bien évidemment de la partie, je suis pas dupe, j'ai quand même été quelque peu refroidi par cette séquence que je ne trouve pas indispensable en soi dans la narration du match. On apprendra ensuite, d'ailleurs en conférence de presse, que Cosprey a décidé de prendre sa retraite au niveau de la prise du Storm Driver 93, enfin du Tiger Driver 91, et de stopper cette prise, et que si Danielson est très bon au niveau sailing, je n'avais pas spécialement besoin de ce genre d'angle de blessure pour venir clôturer ce qui devait être à mon sens un match showcase du début à la fin. Alors oui, il y aura sans doute un rematch plus tard, et cette séquence polémique aura forcément son rôle à jouer dans la narration, notamment l'avenir d'Ospreay dans la Don Callis Family et l'évolution de son personnage. Mais quitte à continuer l'histoire entre les deux, j'aurais préféré qu'on nous narre autre chose que ça, car ça m'a mis quelque peu mal à l'aise sur le coup, quand bien même je suis conscient que tout cela n'est qu'un work. Tout cela restera bien sûr à l'appréciation de chacun, mais quoi qu'il en soit, voilà, ce match est bel et bien le numéro 1 de ce top 5 et l'un des meilleurs matchs de l'année de très loin, il faut pas se méprendre. C'est juste que l'affiche était tellement belle, c'est un dream match, que moi j'attends un match showcase, quoi, du début à la fin, et je voulais pas finalement ce petit élément scénaristique qui vient un peu troubler cette fin de match. Voilà, et le storytelling, voilà, je l'ai toujours dit sur ma chaîne, c'est quelque chose de très important pour moi. J'adore ça et pour moi c'est indispensable dans le catch. Mais on va dire qu'il y a des moments aussi où le storytelling n'a pas toujours sa place, où on peut aussi le mettre un peu de côté et seulement s'en tenir au in-ring et à la performance. Parce que quand on a Danielson et Ospreay, on attend quoi? On attend une performance in-ring surtout. Donc voilà, moi j'attendais ça. On l'a eu, évidemment, on l'a eu. Je vais pas tout mettre, je vais pas non plus tout remettre en cause pour une petite séquence de 30 secondes en fin de match. J'aurais aimé, voilà, je m'en serais bien passé, on va dire. Voilà, pour moi c'était pas le moment. Je voulais pas cette part de storytelling maintenant. Voilà, moi je voulais juste du in-ring pur à ce moment-là de la soirée et à ce moment-là du pay-per-view. Voilà, c'est tout ça, c'est vraiment une affaire très personnelle. Mais en tout cas, il faut voir ce match, évidemment. C'est le numéro 1 et c'est le meilleur match en tout cas sur le mois écoulé et peut-être même de l'année. Ça, c'est évident. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo, pour ce Monceau Catch d'1h30 quand même. J'espère que ça vous aura plu. On va pas tarder à se retrouver puisque ce sera déjà dans 6 jours, enfin dans une semaine même, pardon, le 5 mai. Donc le lendemain de Backlash, donc pour la review. J'espère que j'aurai de bonnes choses à vous dire, plein de choses enthousiasmantes à vous dire. Et voilà, on reviendra évidemment sur le show et on va reviewer ça aux petits oignons comme d'habitude et surtout ce qui se sera passé. En attendant, en tout cas, je vous souhaite de vous éclater. Vous serez peut-être au show si vous m'écoutez. Vous serez peut-être à Lyon. Bon, moi j'y serai pas personnellement. Voilà, c'est chacun ses choix. Moi, je n'irai pas, mais évidemment, je serai derrière mon écran. Je serai tranquillement chez moi, mais je serai très hypé, je serai très enthousiaste. Mais en tout cas, si vous m'écoutez, je sais que vous n'êtes pas très nombreux à m'écouter, mais en tout cas pour les rares à m'écouter, et si vous allez sur place, je vous fais confiance pour mettre un maximum d'ambiance et pour vraiment à nouveau en mettre plein les yeux à la VVE et les convaincre que la France est the place to be pour le catch et que on a la capacité, je pense, d'accueillir un WrestleMania d'ici quelques temps. On peut tout à fait y croire. Voilà, ça prendra peut-être le temps qu'il faudra, mais voilà, il faudra frapper un grand coup et à nouveau mettre l'ambiance comme on a pu le faire lors du précédent live event. Voilà, c'était vraiment super. Donc voilà, je vous fais confiance pour ça. Ça va être génial. La France. Voilà, on est bon, on est là, on fait partie des meilleurs dans le monde au niveau ambiance, on en est capable. Voilà, allez, cocorico, et évidemment, amusez-vous bien, Voilà, soyez prudents, mais amusez-vous bien surtout. Et voilà, je pense que vous allez avoir le sourire et que vous allez kiffer, parce que c'est quand même un moment historique pour nous les fans de catch. Voilà, merci à tous. Moi, je vous invite aussi à liker la vidéo, bien entendu, et à vous abonner. Portez-vous bien, très bonne semaine à tous, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et cero miedo!
Ciao à tous.